Je suis le fondateur de Papépille avec ma femme. Organiser un mariage en 15 jours, mon gars, c'était la folie. Le truc qu'on s'est dit, c'est que tout était facile. On se retrouve bloqué avec 12 palettes et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les envoyer. 30 000 euros, je nous ai mis en galère. J'avais commandé des packaging, je me suis trompé dans mes calculs. La communauté Instagram a vidé tout notre stock en un mois. On s'est retrouvé avec 0 perte. Mon mariage, mes enfants, c'est ma famille ma plus grande fierté. Bonjour tout le monde. Épisode assez particulier car aujourd'hui je suis avec un guest de ouf, Rebed Tari, qui à la base, déjà dis-moi, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Normalement c'est des trucs que je m'efforce de préparer à l'intro si est-ce que j'ai bien prononcé En ton nom? fait, j'ai un prénom, personne n'y comprend rien. Tout le monde, il y en a, ils m'appellent Abed, A-B-E-D. Il y en a, ils m'appellent Raibed. Il y en a, ils m'appellent Rebed. Alors, c'est juste parce que j'ai un prénom qui n'existe pas. Parce que l'anecdote, c'est que ma mère était illettrée quand je suis né. Et elle a dit à la sage-femme, lui, je veux l'appeler Abed. Et la sage-femme, phonétiquement, elle s'est dit, Abed, comment je vais écrire ça? Elle a écrit Elle écrit comme R-A-I-B-E-D. ça sonne, quoi. Et quand moi, je vais pour faire des papiers, ou même quand j'étais en Algérie la dernière fois, je devais faire un papier, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce prénom? Ça sort d'où? Je leur ai dit, bah, c'est Abed. Normalement, ça s'écrit A-B-E-D. A-B-D. Du coup, j'ai jamais voulu le changer, mais ça me pose pas mal de problèmes administratifs. Et personne sait comment m'appeler, donc c'est ouf. Waouh. Bah du coup, je dois dire Ebed, c'est ça? Tu peux m'appeler Abed Abed. ou Pape. Pape. On va revenir, Pape de chez on va Papépille. revenir dessus justement, parce que le nom il est assez particulier, Papépille. On va parler de tout ça, on va parler de ton profil aussi, parce que Papépille, mais avant ça, à la base, tu es infirmier, quoi. Et ce que je te propose, pour avoir plus de contexte ensemble, c'est que est-ce que tu peux te présenter succinctement? Succinctement, je m'appelle Tari Raibed ou Tari Abed. Je suis le fondateur de Papépille avec ma femme, qui elle est la PDG. Ça, faut que je le dise à chaque fois dans les podcasts pour pas avoir des problèmes. Et ensuite, j'ai 2 filles qui s'appellent Zafia et Emna. Mhm. Et on a créé Papépille en 2019. Mhm. Donc, à la base, je suis infirmier. J'ai aussi un diplôme de cuisinier. J'ai 36 ans et là, en ce moment, je crois que je vis des trucs très, très cool aux côtés des gens que j'aime. Yes. On va faire un saut quantique tout à l'heure. De prime abord, peux-tu me pitcher Papépille? C'est quoi Papépille? Papépille, c'est une entreprise innovante qui fait des biscuits en forme de billes, comme ça. En fait, on prend les biscuits du monde qu'on va miniaturiser en petites billes comme ça, et qu'en une bouchée, tu retrouves le goût du biscuit original. Tu vois, on a fait comme ça la corne de gazelle, on a fait aussi un biscuit de Turquie, qui s'appelle le meshbek, on a fait un biscuit brésilien que tu vois derrière, on a fait un biscuit breton au caramel et avec une pointe de fleur de sel. Et c'est ça, notre principe à nous, c'est de ramener les cultures du monde, la diversité du monde, et de le rendre accessible aussi simple qu'une petite bouchée dans tes rayons, et que tu puisses voyager de n'importe où tu trouves. Nice. Et d'où t'es venue justement cette idée? Ou alors vous êtes, tu as parlé de ta femme avec qui tu es associé. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer ce projet-là? Et peut-être, est-ce que vous êtes déjà entrepreneur à la base? Il y avait un autre projet que vous avez eu à lancer par le passé? On a essayé de faire plein de trucs. En fait, il y a un moment quand on s'est rencontrés, tu sais que avec ma femme, au bout de 5 jours, après la rencontre, je l'ai demandé en mariage et 15 jours après, on était mariés. On se connaissait pas, on a décidé d'apprendre à se connaître, à voyager autour du monde. Et quand on a voyagé Attends, autour du attends, monde, on a attends. cuisiné, Vous pâtissé vous avec êtes plein de connus gens. 5 jours après, vous êtes mariés? 5 jours après, je l'ai demandé en mariage. En fait, moi, j'étais infirmier en milieu carcéral et le prof de Fatia m'a demandé de venir faire une intervention dans sa classe. Elle habitait à Lille. Moi, j'étais vers Lausanne. Et du coup, j'ai fait le trajet. Je devais rester 3 jours. J'ai fait
mon pitch devant les gens, expliquer ce que c'est que travailler en milieu carcéral et d'être infirmier. Et elle était au premier rang, je l'ai vue, vraiment un énorme coup de foot, je l'ai vue, j'ai fait le cours que pour elle. Et à la pause, je suis allé la voir en mode oh, salut, comment tu t'appelles? Il se passe un truc, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et ce qui est fou, c'est qu'elle m'a regardé, elle m'a dit écoute, depuis que t'es rentré, je ressens quelque chose. Elle m'a dit je m'appelle Fatia. Je lui ai dit bah écoute, moi je m'appelle Abed. Et je lui ai demandé si elle était ok qu'on puisse traîner un peu ensemble les jours. Je devais rester 3 jours, j'ai prolongé, je suis resté 5 jours. Et au bout du 5e jour, c'était évident pour moi. Je l'ai demandé en fiançailles. Elle m'a regardé, elle m'a dit Ah ouais, mais oui, tu vois. Et après, toute la famille, je t'avoue, ils nous ont tous regardés en disant mais mais t'es un qu'est-ce ouf, qui se passe? Même t'as le maire, quand je suis allé le voir, j'ai dit écoute, on va se marier, je veux qu'on se marie là. Est-ce qu'on peut se marier dans 5 jours? Il m'a dit non non, il y a tu sais, des publications de bancs là, tu sais, tu dois publier 10 jours et après au 11e jour tu peux te marier. Et il m'a regardé, il m'a dit mais il se passe quoi? T'es recherché, tu dois aller en prison. Je lui ai dit ouais, je dois aller en prison, mais je suis infirmier, je dois travailler, mais je veux quand même me marier, tu vois. Et après, il a accepté. C'était un moment complètement vous êtes fou des oufs tous parce que les même, 2 franchement et elle, je non, comprends pas, c'était fou. ça Mais même en n'existe plus, pas. À part, l'organisation, les tu sais, mariages arrangés qu'on organiser un fait, mariage, souvent dans nos bleds là, ça existe pas. organiser un mariage en 15 jours, mon gars, c'était la folie. Le truc qu'on s'est dit, c'est que tout était facile. On a appelé un traiteur. Il nous a dit, ah, bah, c'est le seul jour où c'était, c'était le 22 novembre. Il me dit, ah, bah, c'est le seul jour où j'ai personne. Ok, c'est bon, on vous marie. Ah ouais. Après, non, je te jure, j'ai appelé toute ma famille, je leur ai dit, je me marie. Déjà, ils m'ont tous dit, il se passe quoi? Mais tout le monde était en congé, tout le monde était là. Franchement, à notre mariage, il manquait personne. C'était incroyable. Et en plus, moi, j'ai une grande famille, donc ils sont venus de Besançon jusqu'à Lille. On avait loué un minibus et tout. On est venu en bus. Toi-même, tu sais comment ça se passe chez Mais nous, hein. comment ça, T'as le personne cousin, il n'est veut choqué, venir. ton père, ta mère, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Comment ça se fait Ah, qu'ils... mes parents, mais ma mère, elle m'a beaucoup questionné. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les parents, enfin, tiens, mais c'est qui? Vous vous connaissez depuis plus longtemps? On leur a dit, non, non, on vient de se rencontrer. Puis nous, on assumait, normal. Et après, quand j'ai dit à ma mère, maman, je sais que c'est elle. Je lui ai dit juste cette phrase. Et mon père, il était juste à côté. Je dis, maman, je sais que c'est elle. Ma mère, elle m'a regardé, elle a souri. Elle m'a dit, t'as jamais parlé comme ça. Et mon père, il m'a regardé. Mon père, lui, il parle pas trop. Il m'a fait. Tu vois, il m'a fait. Ouais, Dès qu'il m'a fait, j'ai dit, ça, c'est bon, c'est validé. J'ai regardé ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, t'as jamais toujours parlé comme fier. ça. Elle m'a dit, vas-y, go. Je te jure. Et après, normal, ça a Franchement, glissé. c'est une histoire, c'est assez surprenant et désolé, hein, qu'on creuse comme ça sur, cette histoire de mariage, c'est juste Oh, que tu peux creuser. c'est hyper Il y a pas de surprenant tabou. et du coup, pourquoi est-ce que tu avais une pression justement? Parce que pourquoi pas dans 2 mois, dans 3 mois? Pourquoi il y avait cette pression de faire, un mariage, speed? C'est quoi? Tu avais peur qu'elle change d'avis après? Mais en fait, je sais pas. En fait, quand on s'est parlé, elle et moi, c'était important pour nous d'acter les Mmh mh. choses. Et pour nous, on avait envie de vivre le mariage. Et en fait, c'est parti d'une discussion qui a transformé, d'une blague en fait, où je lui disais, mais je lui regardais, je dis, mais Fatia, pour moi, t'es la femme de ma vie, quoi. Tu vois, puis moi, voilà, j'avais 29 ans, Fatia, elle en avait 25. Et on s'est regardé comme ça, puis je lui ai dit, mais en fait, Fatia, je lui ai juste demandé, en fait, j'ai demandé en fiançailles. Parce que je voulais lui acter que pour moi, c'était verrouillé. Je lui ai dit, écoute, c'est toi et personne d'autre. Elle m'a dit la même chose. Mais en fait, c'est l'acte. Quand je lui ai offert une bague, pour la demander en fiançailles, le truc de fou qui s'est passé, c'est qu'elle a fouillé dans sa poche et elle m'a sorti une bague. Elle m'a dit, j'avais la même intention. Non, Je te jure, c'est non, incroyable. ça Non, mais va c'était trop loin là. incroyable. Et elle m'a dit, je voulais vraiment te tacter. En plus, le truc, on les rendra jamais publics, mais même ma demande en mariage que j'ai fait à Fatia, je l'ai filmée. Elle savait pas, elle était filmée parce que j'étais allé dans un restaurant de Clément Marot sur l'île que je suis allé voir juste avant. J'ai organisé ça, tu sais, j'ai organisé un dîner, une remise de fleurs par le serveur. C'est le chef Clément Marot qui est venu avec une cloche, lui remettre la bague. Je lui ai fait un truc aussi romantique que tu peux trouver. Je l'ai organisé comme ça à l'arrache pendant que elle était en cours. Et j'étais allé voir le chef et je lui ai dit, écoute, tu peux nous marier et tout. Il était hyper excité. Et j'avais mis une petite GoPro pour filmer parce que je sais pas, je savais que je vivais quelque chose d'unique et que je voulais que les émotions allaient être tellement fortes, je voulais qu'on s'en souvienne. Et en fait, je l'ai filmé et puis je la demande en mariage.
Je chiale comme une madeleine. Je dis, oh, mais il se passe un truc et tout. Elle est là, mais il se passe un truc. Non, mais c'était tellement... mais le restaurant nous regardait, nous ont applaudi. Il s'est passé un truc incroyable à ce moment-là. Mais ça nous a liés à vie. Et c'est après ça, en fait, tu vois, qu'on a décidé de partir voyager ensemble parce qu'on se connaissait pas. Et c'est parti d'une discussion où on s'est dit, mais en fait, tu sais, on peut apprendre à se connaître dans la douceur comme ça, mais on peut aussi apprendre à se connaître dans la difficulté et à travers les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais attends, viens, on prend un sac à dos et on va aller découvrir le monde ensemble. Fatia avait jamais voyagé. Tu vois, elle avait fait des petits voyages en Europe juste autour de l'île. Parce que tu vois, elle est issue d'une famille modeste, donc ils n'avaient pas forcément les moyens de. Tu vois, à part l'Algérie et la Belgique, l'Allemagne qui était juste à côté, sinon elle n'était pas allée plus loin. Et l'Angleterre aussi, pardon. Et par contre, là, je lui dis, mais écoute, moi j'avais fait quelques voyages, mais je m'étais pas encore épanoui. Je lui dis, mais vas-y, viens, on va le vivre ensemble. Mais le premier voyage, en vrai, c'était un all-inclusive Punta Cana. Je me rappelle encore l'entrée de l'hôtel. On est Classique. allé, on est resté. Le premier jour, on mangeait tellement qu'on s'endormait sur les chaises longues. Et c'était les serveurs qui venaient nous dire, vous devez aller dans votre chambre, s'il vous plaît. Nous étions là, tu vois, parce que je pense qu'ils mettaient des trucs dans la bouffe. Le deuxième jour, on s'est rendu compte que, en fait, on se faisait chier. Et le troisième jour, on a fait nos sacs et on a commencé à partir. On s'est dit, mais attends, c'est pas pour nous. Alors qu'on avait payé 2 semaines d'hôtel. L'hôtel nous courait après, mais vous allez où? Non, mais on leur a dit, c'est pas pour nous. On s'est trompé. Et là, on a loué une voiture. Et là, on a commencé à découvrir l'envers du décor. On est allé à Saint-Domingue, on allait faire de la plongée dans la mer des Caraïbes. On est allé dormir chez les gens dans des guest house, ce qui nous correspondait plus, tu vois. Et là, c'est vraiment là que l'aventure de notre vie, elle a commencé. C'est après un événement, à ce moment-là. On voulait faire de la plongée. Et on était près de la plage. Et tu sais, il y a ceux qui ont pignon sur eux où il y a écrit plongée, c'est un chiffre, c'est chiffré, toi, les gars, ils te disent, ouais, bah écoute, c'est $250 par personne et tout. On n'avait pas les moyens, on s'est dit, bon, on va pas faire plonger cette fois-ci. Et là, on voit Léandro, un mec qui était là sur la plage avec ses bouteilles de plongée. Et je vais le voir comme ça au cul, je dis, bah écoute, tu fais de la plongée, tu sais, je parle un peu espagnol, je lui explique, je dis, bah écoute, j'aurais bien aimé en faire. T'as vu, je peux pas payer $250 par tête. Il me dit non, non, mais si tu veux, moi je t'accompagne, on fait ça au black et tout. Je dis, ok, pas de problème. Et du coup, tu vois, on avait payé $100 par tête. On s'est dit bon, vas-y, c'est cool. Donc il était tout seul, hop, il prend ses bouteilles, il nous ramène avec son canoë, là, tac. On fait de la plongée. Et en fait, à la fin de la plongée, tu sais, tu rentres, t'es un peu fatigué, tu vois. C'est éprouvant la Ouais. plongée. Je sais pas si t'en as Non, je déjà suis pas fait. encore fait. Et en remontant, tu vois, la mer des Caraïbes, elle était un petit peu agitée. Le temps de remonter sur le bateau, Léandro, il y va, tac, il monte. Fatia, elle était derrière. Et en fait, le temps qu'elle nage jusqu'à la barque, tu vois, elle était un peu essoufflée, mais elle avait enlevé son tuba. Puis là, tu vois, elle panique un peu avec la... Et puis, elle manque un peu de se noyer, tu vois. Moi, je reviens tout de suite, hop, j'ai la chope. Léandro, il plonge, il la reprend, il lui dit ça va et tout. Tu sais, elle a eu un peu peur, quoi. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais quand même, il s'est passé cet événement. Lui, Léandro, hyper mal. Parce que normalement, déjà, quand tu fais de la plongée avec des novices comme nous, t'es deux. Toi, tu vas pas en mode solo, quoi. Là, on était en mode solo. Il était déjà remonté sur la barque, il l'a laissé derrière. C'est en Normalement, ouf. c'est lui qui remonte le dernier, tu vois. Et il a culpabilisé de fou. Il nous a dit ça va et tout. Et en fait, il dit non, mais attendez, venez avec moi, je vais m'occuper de vous. Il nous a ramenés dans sa famille. Ils habitaient à une petite île vers un peu Isla Saona. C'était pas vraiment sur le continent, c'était un peu à côté. Et là, il nous ramène chez lui. Sa femme, il lui dit, oh là là, regardez, alors elle s'occupe de nous. T'as tout le monde, toute la famille qui vient, mais ça va, là, et qui prennent soin de nous. Ils étaient adorables. Et là, ils nous servent à boire, et ils nous servent à bouffer, et ils nous ramènent des biscuits à la noix de coco râpée fraîche, avec une crème de coco autour. Et là, j'ai encore la photo, tu vois, du plateau. Et là, je prends le biscuit, je mange. Fatia et moi, on se regarde, on se dit, c'est super bon, quoi. Et nous, on aime bien cuisiner avec Fatia. Et moi, j'aime bien pâtisser. Elle est fan de pâtisserie. Et là, je dis à la femme de Léandro, je lui dis, mais c'est génial. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais ça? C'est incroyable. Elle me dit, ouais, c'est des gâteaux, c'est banal, ton truc, là. Moi, je le fais pour mes gosses, comme ça. Je dis, mais montre-moi. Et c'est là la première fois qu'on a cuisiné avec quelqu'un sur la plage qui nous a montré comment cuisiner, pâtisser, comment pâtisser ce truc-là. On l'a fait là,
à ce moment-là. Et c'est la première recette qu'on a récoltée. Et on a tellement kiffé partager ça avec les gens qu'en fait, tous les pays qu'on a traversés, on a cuisiné, on a pâtissé. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants en Inde, j'ai travaillé en Thaïlande, dans des boui-boui, parce qu'on allait voir les gens, leur dire, bah, écoutez, nous, on veut bien travailler gratuitement, mais vous nous apprenez à faire des bouillons. Et après, en fait, ce truc-là nous a suivis dans absolument tous les pays qu'on a traversés. Et on a réussi à récolter énormément de recettes. Et c'est quand Fatia est tombée enceinte et qu'on est revenu en France, on voulait qu'elle fasse la fin de sa grossesse au calme, et que moi j'ai repris le boulot d'infirmier, normal, tu vois, en CDI. Et Fatia, elle s'ennuyait de ouf. Tu sais, moi j'étais au boulot, je Vous recevais des avez fait messages, combien je de me fais temps? Le chier. voyage, c'était le tour. Ça dure à peu près 4 ans. Ah ouais! 4 ans en intermittence, ouais, tu vois, on Ah d'accord. revenait bosser un petit peu un mois, on prenait du cash, on faisait de l'intérim, Ouais. on Ouais. chargeait, on repartait avec l'argent, on restait 3 mois quelque part ou 2 mois quelque part, tu vois. Et en fait, là, à ce moment-là, Fatia, elle me dit, mais je m'ennuie. Elle me dit, attends, j'ai une idée. Donc, elle ressort pas mal de recettes qu'on a, puis elle dit, mais je vais cuisiner pour les gens autour de chez nous. Faut juste que tu saches aussi que dans nos voyages, des fois, on allait dans certains endroits, on achetait des saharis, dans d'autres endroits, on achetait, quand on était en Chine et au Japon, on avait acheté des objets électroniques qu'on avait ramenés là, puis on revendait sur le bon coin. En fait, ça nous refaisait du cash. Peut-être tu les achetais moins cher là-bas, tu les Vous revendais ici faisiez à un déjà prix un petit peu raisonnable. du business quand Alors, même, des petits, ouais, on en a toujours fait, on a essayé, tu vois. On a essayé. Et en fait, c'est là, c'est quand Fatia, elle m'envoie un message, je me dis, putain, je m'ennuie. Je vais créer une page Facebook, mais je vais proposer les repas, les plats qu'on a découverts, les biscuits aux gens autour de chez nous, on va voir si ça prend. Elle fait une C'était page en quelle Facebook. année à peu près? Là, on est en 2017, fin 2017. Elle fait ça. Et là, les gens commandent des trucs et tout. Ok, on leur donne et tout. Puis après, ça prend une ampleur où moi, je sors du boulot à 15h, je charbonne avec elle pour préparer les plats du lendemain. Je dis, ah, c'est énorme, c'est beaucoup et tout. Et là, ça lui fait vraiment une activité, mais toujours au black. Ouais. Tu vois, on a testé le marché au black, quoi. Bon, j'espère que j'ai pas l'URSSAF qui va venir ou le fisc qui va venir après ce podcast, mec, parce La que je suis, prescription. ça craint. Pardon. Et du coup, ça fait un carton, ça dure. En fait, ça dure dans le temps. Elle fait son congé mat, elle continue, la petite est née. Et là, en fait, ça prend une ampleur qui fait que, ben, en fait, ça tourne bien. Et il y a un couple qui nous contacte, qui me dit, ouais, écoute, est-ce que tu peux nous faire des biscuits du monde pour notre mariage? Parce qu'ils avaient goûté un biscuit turc, un biscuit. Et on leur dit, ouais, pas de souci. Biscuit du monde, Et en le fait, nom c'est avait là que... déjà été conceptualisé ainsi. Biscuit du monde. Non, 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 pas du tout. Là, tu pars sur l'idée. Et en fait, là, tu nous vois dans notre cuisine. Si tu regardes, il y a des images, il y a des vidéos où tu nous vois les premières fois où on a fait des billes, on l'a filmé, qu'on trouvait ça drôle, tu vois. En fait, on le partageait sur Snap, mais en privé à nos familles. C'est pour ça qu'on a autant d'archives. Parce qu'on partageait à ma mère, parce que ma mère est loin, nous on était tout seuls isolés, et en fait sur WhatsApp, moi je lui avais mis un WhatsApp à ma mère, je lui ai envoyé des vidéos de ce qu'on faisait, de sa petite fille, tu vois, et de comment on évoluait avec Fatia. Tout notre voyage, on l'avait partagé avec nos familles. On fait qu'on a plein de snaps, plein de WhatsApp, où tu nous vois dans nos voyages, où tu nous vois avec les gens. Et en fait, nos familles nous disaient, mais c'est génial ce que vous vivez. Et quand il y a eu ce mariage-là, tu nous vois en fait chez nous en train de réfléchir, on est juste parti d'un constat. Les biscuits sont toujours trop gros, ils sont bourratifs. Donc en réalité, tu peux pas goûter à tout quand tu es dans un mariage. Tu as déjà mangé une corne de gazelle, tu manges une corne de gazelle en entier, tu es obligé d'aller voir ton médecin, tu vois, qui te met de l'insuline en place, mec, c'est trop. Toi-même, tu viens d'où? Ah, c'est ouf ça. Moi, je viens du Cameroun. Et toi, les Camerounais, vous mangez les cacahuètes caramélisées là. Ouais, avec ouais, c'est beaucoup de caramel et bon avec mais le niveau de sucre, c'est abusé Beaucoup de quoi. Ouais, c'est sucre. abusé, c'est abusé. Le Beaucoup de sucre, c'est sucre. abusé. Toi-même, tu sais de quoi je parle quand tu commences à manger du sucre, t'en tombes malade chez nous, tu vois. Et ben là, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ce mariage pour que les gens goûtent les 4 saveurs? Ça m'ennuyait que les gens ne mangent que de la corne de gazelle parce ils sont intrigués. Je voulais qu'ils goûtent les 4, on allait prendre du temps sur ça. Et là, c'est parti d'une blague. Je dis à ma femme, je dis, mais vas-y, tu sais quoi, viens, on fait des petits pop. En fait, en voyant ma fille manger un popcorn, je la regarde et je lui dis, bah tiens, c'est ça, regarde. Et je lui dis, mais tiens, viens, on fait une bille comme ça et tout. Comme la taille du popcorn. Et là, au début, elle se fout de ma gueule. Elle me dit, ouais, c'est ça. Je lui dis, même, tu sais quoi, on va l'appeler Pop Gazelle, tu vois. On va appeler ça Pop Macroute, on va appeler ça Pop Turquie, tu vois. Et puis, Ouais. j'étais en train de conceptualiser le Mhm. truc, tu vois. Elle se fout, elle me dit, ouais, non, mais ça va pas marcher, laisse tomber, on va s'ennuyer. Puis elle me dit, mais attends, je la mets au défi, ma femme
Quand tu la piques un peu et que tu la mets au défi, elle dit ah ok c'est bon, tu crois que je vais pas y arriver? Je vais pas y arriver hein. Ok. Et là elle commence à bosser le truc, elle commence à bosser, puis moi je reviens, je teste, je revois le grammage avec elle, je lui fais des petites fiches techniques parce que moi je suis un peu relou, moi j'aime bien tout poser sur des fiches techniques. Je dis écoute vas-y on va tester ça. Puis en fait sans faire exprès, on était en train de mettre une R&D en place. Tu sais les fiches techniques, je les ai encore. Hein. Mais ta femme, elle n'a pas Les elle n'a pas fiches de techniques, formation comme les ça, non? fiches techniques. Les basiques des fiches techniques, toutes les fiches techniques premières qu'on a fait, on les a fait sur papier, on les Elle a n'a pas la imprimées. même formation que Je toi, les ai encore. j'imagine. Elle, c'est plus en mode autodidacte. Non, non, c'était comme ça. Moi, je lui ai amené les fiches techniques, elle charbonnait, tu vois, parce que sa mère est une grande pâtissière, donc elle lui a appris pas mal de choses. Et du coup, là, naît la bille. On livre le mariage, on n'a pas de nouvelles le jour même. Le lendemain, la mariée m'appelle, me dit c'est une folie. Ce que vous avez fait, c'est incroyable. Tout le monde en parlait pendant le mariage. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'avoir votre carte. Est-ce que vous avez une carte? Déjà, moi, je veux une carte quoi? Je veux une carte postale. J'ai pas une carte de quoi? Je suis infirmier, j'ai pas de carte, moi. Je suis pas businessman. Et là, elle nous met la puce à l'oreille. Là, elle nous dit, il y a une copine pour sa baby shower, l'autre pour sa bar mitzvah. On se dit, mais attends, tiens un truc. On en refait, on va voir nos familles. Tu vois, moi, le premier juge, qui est très simple, tu donnes ça à ma mère. Tu vois? Bon, je t'avoue, quand j'ai donné, c'est pas mon père, hein. Mon père, je lui ai donné, il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est une corne de gazelle. Il m'a dit, ça, c'est une crotte de gazelle. Ça, oh. Je dis, papa, tu déconnes, là. Et ma mère, quand je lui ai fait goûter, elle a dit, ouais, c'est bien, tu vois, elle nous a aidé un peu à retravailler la recette. Et faut que tu saches que toutes les recettes qu'on a faites, elles viennent de transmission de personnes. Tu vois, la corne de gazelle qu'on fait aujourd'hui, c'est pas celle de ma mère. C'est celle d'une dame qui s'appelle Kéra, qui vit à Marrakech, qu'on a rencontré à travers une péripétie qui nous est arrivée. Et cette dame-là, elle nous a transmis cette recette parce qu'on a passé du temps avec elle. Mais elle était de double nationalité, elle était algérienne marocaine. Et en fait, elle faisait des cornes de gazelle comme sa mère lui avait montré, mais elle avait aussi les cornes de gazelle De l'autre côté. de la mère de Ouais. son mari. Et en fait, elle faisait des cornes de gazelle algériennes au Maroc. Et cette femme-là, elle nous transmet cette recette. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques sur notre corne de gazelle parce que il y a le paysage du Maroc et c'est une recette algérienne et les gens nous disent ouais, mais c'est pas la bonne et tout. Mais on leur explique, mais tournez la boîte, lisez-la, on vous raconte qui c'est qui nous a transmis ça. Et en fait, tout ce que tu vois, ça, pour moi, c'est un hommage à toutes les personnes qu'on a rencontrées autour de la planète. Et c'est ce jour-là, quand cette dame, elle nous a dit, mais donne-moi, c'est ça, quand elle nous a dit, est-ce que je peux avoir votre carte? Que là, ça nous a fait le tilt avec Fatia, on s'est dit quoi? On tient un business? On tient quelque chose? Ok, on va apprendre à devenir entrepreneur. Ah, mais tu me demandais si on rentrait trop dans l'intimité. Tu disais en fait, il n'y a pas vraiment d'intimité, j'avais envie de te partager mon parcours de façon totalement transparente pour montrer à tous les jeunes ou à tous ceux qui vivent leur vie qu'on ne sait jamais où on va en vrai. Il faut juste vivre ta vie à fond, prendre toutes les expériences que tu peux prendre dans l'ici et le maintenant, et après, il y a sûrement quelque chose qui va se dessiner dans ton avenir, mais ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Vis. Ouais, clairement. Donc, tu me disais que tu avais une partie norvégienne. Comment ça se fait? C'est quoi? C'est déjà C'est la bien, Norvège, non, mais c'est là. là, l'Algérie, c'est là. Non, je suis Comment? pas norvégien, je rigole avec toi. J'ai pas une tête de, je suis pas blond aux yeux bleus. Non, oui, oui. Alors, je suis né en France. Moi, je suis né à Pontarlier, à côté de Besançon. Mes parents sont originaires d'Algérie. Ma mère, c'est une femme qui vient c'est une femme de tribu, c'est une fille de famille de tribu. C'était des bédouins, ses parents. Tu rencontres ma mère un jour, elle a un tatouage de la tribu de son père sur le front. Et elle vivait à la sortie du désert. Et mon père habitait pas très loin. Donc eux aussi, ils se sont connus très tôt. Ils jouaient ensemble quand ils étaient gosses. Et ils ont fini par se marier. Ah ouais. Ok, cool. Et t'as un peu grandi là-bas ou alors ils Pas ont du tout. fait. Alors j'ai connu l'Algérie petit parce que mes parents m'emmenaient avec eux. Ensuite, quand j'ai un peu grandi et que j'avais des vacances et tout, j'ai plutôt sillonné la France ou resté avec les copains ici. C'était un peu plus là. Et après, par contre, quand j'ai grandi, je suis devenu un peu plus jeune adulte, entre 22 et 25 ans, j'ai eu ce besoin d'y retourner pour essayer de comprendre.
les origines de mes parents, d'où ils venaient. Donc je suis beaucoup parti avec ma mère, que j'ai pris avec moi. Tu vois, on a traversé le désert ensemble. J'ai fait des choses avec elle. J'ai voyagé que avec elle. On était que tous les deux. Mmh. Et Pourquoi ils sont venus déjà, en France? comment? J'ai pas entendu. Ouais, je disais, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France? Ah, mes parents, ils sont venus en France pour une raison économique, tu vois. Et puis c'était un mouvement, euh, un mouvement limite obligatoire à un moment quand tu habites en Algérie, quoi. C'était le, c'était, tu sais, tout le monde voit, les immigrés voient la France comme l'Eldorado pour s'extirper pour t'élever socialement, pardon, pour t'élever socialement et te dire, bah, je vais venir en France et tout sera beaucoup plus facile que dans mon pays. C'est peut-être possible, hein, tu vois, moi, j'ai pas vécu ça, donc cette immigration économique. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, ma mère, elle est arrivée, elle savait ni lire ni écrire, mon père aussi. Ma mère faisait des ménages jusqu'à très tard pour pouvoir nous donner à manger et nous pousser au niveau des études. Mon père, lui, travaillait dans la laine de verre et au final, ça lui a fait des problèmes de santé quand il est devenu plus vieux là. Et ils ont eu tout de suite cette envie. Pour moi, tu vois, mes parents, c'est les premiers entrepreneurs, les premiers chefs d'entreprise que j'ai rencontrés en vrai, parce que ils ont tout misé sur nous. Ils ont structuré leur famille en disant vous devez tous faire des études, sinon on va vous sabattre. En vrai, il n'y avait pas de sujet. C'est soit tu fais des études, soit tu passes avec la avec la ceinture et tout. Tu vois. Là, je dis ça. Les services sociaux pourront pas m'enlever à ma mère maintenant que je suis grand, en vrai. Ouais, ouais. Mais en vrai, tu vois, il y avait une sévérité que je ne comprenais pas quand j'étais jeune. Normal. Et tu te rebelles en disant bah, pourquoi mon père il me bouscule, pourquoi ma mère elle me met un petit coup de savate parce que je vais pas bien à l'école ou que je suis pas, tu vois. Et ben en fait après quand tu grandis, tu te dis mais heureusement, heureusement que Mais j'ai eu un cadre strict. c'est un vrai sujet, Abed, parce qu'il y a certains qui sont et j'en connais qui sont traumatisés à vie, mais il Ouais, y je en a comprends. d'autres moi aussi, bah, pour moi, c'était vraiment la barbarie, mais je me sens pas plus traumatisé que ça. Au contraire, bah, je comprends, ils essaient de me faire comprendre des choses, peut-être à leur façon et aujourd'hui, bah, s'ils avaient pas fait ça, je suis pas sûr que, j'aurais emprunté le chemin que je suis aujourd'hui, quoi. Donc c'est un sujet assez, Ah, je suis tout à fait aligné avec ce que tu ouais. viens de dire. En fait, Je tu suis sais, pas traumatisé du tout, mais je connais des gens qui sont vraiment, ouais, mais j'en connais aussi un. ils C'est faut parlent pas plus prendre avec à la leurs légère parents. ce Ils ont discours-là. coupé complètement, quoi, Ah oui. ouais. Alors je le prends pas du tout à la légère. En fait, moi je te parle juste de ce que moi j'ai vécu. J'avais beau avoir une maman qui me fritait parce que je recevais un bulletin où il y avait des mauvaises notes et qu'il fallait que elle sentait qu'il fallait me resserrer la vis, tu vois. Mais par contre, j'avais des parents qui me donnaient de l'amour, énormément d'amour. Et je pouvais pas. Là aujourd'hui, moi, je suis papa. Quand je parle à mes filles, quand je dois dire à ma fille qu'elle a fait une bêtise, ça prend 20 minutes. Alors je formule, j'utilise bon le formulage, je lui explique ce qu'elle a fait. Ok, c'est ma manière de faire, c'est mon vocabulaire que j'ai Négociation. aujourd'hui. Tu vois, je fais de l'éducation, je prends le temps. Mes parents, c'est t'as fait des conneries. Et après toi tu dis ouais mais non mais c'est pas grave. Ok, t'as pas compris. C'est bon, t'as compris. Ok, c'est bon, bah moi j'ai fait une connerie, j'arrête. Tu vois. Et c'était une autre manière d'éduquer. Et franchement, je remercie ma mère parce que en réalité, comme tu viens de le dire si bien, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui si mes parents ne m'avaient pas posé le cadre qu'ils ont mis. Bah, je comprends. Du coup, et qu'est-ce que tu en tires? Tu as parlé des premiers entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, dans ta façon d'entreprendre qui sont, inspirées de justement ces premiers entrepreneurs que tu as définis, De mes au parents, début? ouais, bah en fait, mes parents, ils ont toujours été dans une situation où fallait se débrouiller avec ce que tu as. D'accord. Donc, en plus, moi, très C'était jeune, quoi le jeu de je suis, mots là? Fallait se quoi? fallait se débrouiller avec ce que tu as. Des brouillards, OK. De quoi? Je dis le jeu de mots avec des brouillards. Ah, ok, débrouillard avec ce que tu as, exactement. Et le truc, c'est que moi, je suis né avec un handicap physique. Donc, très jeune, j'ai été coupé de mes parents parce que je devais aller dans des hôpitaux. Ils habitaient Besançon, Pontarlier, pardon. Moi, je devais aller sur Paris parce que les spécialistes y étaient. Quand je me faisais opérer, j'étais en centre de rééducation. C'était des longues hospitalisations. Et comme j'avais des appareillages, bah, je pouvais pas me retrouver à la maison parce qu'il y avait un risque infectieux. Fallait nettoyer, fallait se faire un vrai suivi. Et du C'était quoi coup, comme, mes parents, si tu veux qu'on en parle, alors c'était quoi comme handicap? ça y est, t'en sais assez là. Mais non, mais voilà, c'est un handicap. J'avais un problème au niveau de la jambe gauche, au niveau du fémur, puis au niveau du genou, qui faisait que je pouvais pas marcher correctement.
Et il fallait faire un allongement fémoral, donc ça demandait des appareillages, si tu veux. Et c'est bizarre, là, tu me demandes d'aller un peu plus, là. Moi, je parle en surface, mais après, tu vas me rappeler d'autres choses et ça va me bousculer un peu. Et en vrai, si tu veux, je me suis retrouvé dans des centres de rééducation où bah, tes parents peuvent pas être là. Moi, ma mère, elle devait gérer, on est 6 enfants, tu vois, donc elle devait gérer les 5 autres, elle devait aller Effectivement. bosser. Mon père, il bossait, tu vois, il pouvait pas tout arrêter pour rester avec moi. Donc, tu vois, ma mère, des fois, elle faisait les trajets, elle venait jusqu'à Paris, toute seule, sans lire ni écrire. Mes frères la ramenaient, parce qu'ils avaient école devant le train, elle prenait le train, elle se retrouvait à Paris, sans savoir lire ni écrire, à prendre le métro toute seule, à venir rejoindre dans le centre de rééducation. Et tu vois, quand tu vois ça, tu regardes ta mère, qui fait ça pour toi. Déjà, c'est une preuve d'amour énorme, mais qui, malgré la difficulté, trouve les ressources pour aller au bout de son objectif et venir voir son enfant. Et ben, pour moi, ça, c'était des premiers exemples qui font que, ok, tu n'as pas les clés, elle savait pas lire, pas écrire, mais j'ai l'envie et j'ai la motivation. Donc, elle a allé jusqu'au bout parce qu'elle avait envie de voir son fils. Et ça, c'est des exemples que j'ai vus chez mes parents, tu vois, de résilience. Tu vois, aujourd'hui, on parle de résilience, mais en vrai, nos parents, la résilience, ils la vivaient déjà en vrai. Et, euh, et ça m'a toujours dit, ça m'a forgé dans mon caractère de me dire, ok, tu veux quelque chose, et ben tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver, même si c'est pas dans tes compétences. Donc voilà mes premiers exemples. Et après j'ai grandi, si tu veux rester sur mon handicap, j'ai grandi, j'ai réussi à remarcher, je suis revenu chez mes parents. Bon, ça a duré quand même 3 ans, et de 5 ans à 8 ans, c'était Ouais, compliqué. Tu 3 vois, ans. c'est là où tu as tout Et tu réussissais à être scolarisé, tu réussissais comment? J'étais Avec au l'école? CNED. Je sais pas si tu vois le CNED. Le Non, je CNED, connais c'est pas. à distance, en fait. Tu sais, c'est Ah t'as ouais. des profs qui viennent de temps en temps, qui t'aident. Donc, tu vois, c'était un système, tu vois, tu travailles moins la relation à l'autre. Tu travailles moins dans les processus de construction. Tu vois, aujourd'hui, je suis infirmier, j'ai déjà travaillé en pédiatrie. Dans les processus de construction, il y a quelque chose qui s'est mal passé parce que j'avais pas un cadre normal, entre guillemets, si tu veux. Donc après, quand je suis revenu dans la société, avec les autres enfants, en fin de primaire et tout, il a fallu que je travaille toute cette construction d'être moins couvé, parce que comme j'étais en centre de rééducation, ma deuxième famille, c'était les soignants. Tu vois, ils étaient là, ils palliaient au rôle de mes parents. Donc c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu ce lien fort avec l'hôpital, avec les soignants, avec les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, parce que c'est elles qui ont pris le relais de mes parents pour m'élever. C'est ouf hein, de dire ça comme ça, mais les gens ne se rendent pas compte que dans les hôpitaux, tu as les soignants, ce ne sont pas juste des blouses blanches qui vont régler les problématiques avec le Covid. Non, c'est des gens qui ont un rôle primordial dans la construction des enfants, des adolescents, mais aussi dans l'accompagnement des gens dans une souffrance extrême où vraiment quand tu soignes des gens, des personnes qui sont malades, elles viennent vers toi, elles sont en détresse. Donc en vrai, elles te confient quelque chose elle pourrait ne même pas confier à même sa sœur ou à son mari. Tu vois, ils se mettent à nu les gens. Donc tu as ce devoir d'accompagnement qui est primordial. Et ça, moi je l'ai toujours gardé, j'ai toujours senti que ces personnes-là, elles étaient primordiales dans la société. Elles ont été importantes pour moi. C'est pour ça que ce que tu vois aujourd'hui, le fait que ces métiers-là ne soient pas assez valorisés, moi ça me rend fou, tu vois. Je me dis mais putain, mais c'est quand même un pilier de la société. Et tu vois, moi quand je suis rentré chez moi, j'ai dû me construire, apprendre à vivre avec les autres, apprendre à avoir une scolarité normale. Et en fait, j'avais toujours un handicap qui faisait que je me sentais différent. Et du coup, les autres me montraient que j'étais différent. Donc il y avait un problème chez moi, j'avais pas encore accepté totalement mon handicap. Et ça, ça a généré chez moi en fait une envie et surtout un besoin que les gens ne regardent pas ma jambe, mais qu'ils regardent ce qu'il y a plus haut. Et comment tu peux attirer quelqu'un plus haut? Eh ben, c'est en faisant du bruit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu fais du bruit. Si j'avais fait des claquettes, j'aurais attiré les gens vers mes pieds, parce qu'ils auraient écouté le bruit des claquettes. Et ben moi, j'ai attiré les gens vers ma bouche, pour pas qu'ils ne regardent en bas de mon torse. Donc en réalité, si tu parles avec beaucoup de gens qui m'ont rencontré dans mon adolescence, mon enfance, beaucoup de gens vont te dire « Ah oui, il a un handicap ?»
Il y a plein de gens qui l'ont oublié parce que avec ma tchatch, avec ma manière, moi j'ai toujours aimé faire rire les gens, les divertir. Et en fait, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que à l'école, normalement, tu fermes ta bouche, t'écoutes le prof. Moi, j'étais toujours là à essayer de trouver la petite vanne qui va bien, toujours à parler Ça t'a avec aussi celui. apporté plein d'opportunités parce que, on va en parler tout à l'heure, les rencontres que tu as fait, les happenings, c'est ça qui a aussi intéressé, les personnes qui t'ont fait confiance parce que tu étais un profil atypique, tu te montrais tel que tu étais et puis ça permet un petit peu de tu vois? On est assez stressé comme ça dans la planète, tu vois? Mais je t'avoue que les gens m'aimaient bien, mes profs m'aimaient pas trop. En plus, moi, j'étais quelqu'un, tu sais, en fait, c'est comme, j'étais quelqu'un qui était dans un centre de rééducation, qui était là, puis j'étais dans un corps qui me bloquait, mais à l'intérieur, c'était le feu. Tu le vois aujourd'hui, c'est toujours le feu à Ouais. l'intérieur. Alors que j'ai pas beaucoup dormi, ça fait depuis 2h30 du mat que je suis réveillé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je suis comme ça. Et je suis un hyperactif. Et un hyperactif qui est pas soigné, tu vois, qui est pas traité. Et le truc, les profs, ils avaient du mal à canaliser. Et au lieu de voir ça, en fait, comme, d'essayer de me faire voir ça comme un côté chez moi qui pouvait me créer d'autres opportunités, comme ils étaient dans un mouvement qui était assez cartésien et qui était assez, tu vois, assez cadré, pour eux, c'est se dire, lui, il est comme ça, il est différent des autres, donc il est en échec. Ou il sera en échec. Ou on va moins s'en occuper. Tu vois? Donc il y a un moment, en fait, je me faisais virer le prof. Ouais, mais tu me saoules. Allez, va chez le proviseur. Va en col. Va en machin. Et en fait, j'étais toujours mis à l'écart malgré moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être celui que je suis. Et du coup, bah, toute mon adolescence, je me faisais démonter, les profs, voilà. Mais le seul truc où ils n'arrivaient pas à m'attraper, c'est mes notes. En fait, j'arrivais à avoir, parce que t'as un mec, tu pouvais lui expliquer 5 fois la règle. Moi, tu me l'expliquais une fois. Quand tu me l'expliquais la deuxième fois, tu me saoulais, en fait. Et comme tu me saoulais, bah, je parlais avec le mec qui était à côté de moi. Le pauvre, celui qui est à côté de moi, je le mettais en échec, tu vois, mais je savais pas trop, tu vois. Mais du coup, je parlais avec lui, et lui parlait avec moi, et du coup, le prof me parlait, bah, je lui faisais une vanne, et puis je m'en fichais parce que j'avais déjà compris ce qu'il voulait m'expliquer. Et après, quand j'arrivais en partiel, il y a même, je te raconte, tu vas devenir fou, j'étais en école d'infirmier. Ça, je te donne une anecdote que je n'ai jamais racontée. J'ai fini mes études, j'ai eu mon bac et tout, j'ai avancé. Et quand je suis arrivé en école d'infirmier, si tu veux, bah, il n'y avait pas trop d'argent, tu vois, donc, tu vois, tu t'allais à l'école, tu faisais des stages, bah, t'étais rémunéré, tu travaillais pendant 1 mois dans un service, on te payait 100 balles, alors que tu allais faire tes trajets et tout, et tu faisais le boulot, quasiment le boulot d'un aide-soignant ou d'un infirmier en fonction de l'année où t'étais, et bah, tu peux pas vivre avec ça. Moi, je pouvais pas aller voir ma mère, lui dire, écoute, donne-moi d'argent, quoi. Donc, du coup, j'étais obligé d'aller faire 2, 3 petits jobs à côté, et bah, du coup, bah, des fois que tu te réveilles le matin, t'es mort. T'as pas envie d'aller en cours. Et tu te dis, bon, bah, c'est bon, je vais dire à un pote de me filer le cours et je le réviserai de mon côté, tu vois. Et tu t'organises un peu comme ça. Et du coup, le truc, c'est que j'allais peut-être 70% du temps en cours et il y avait des gens dans ma promo que ça saoulait, tu vois. Je peux comprendre. Eux, ils allaient tout le temps en cours. Moi, j'allais 70% du temps en cours. Et ben, ça les faisait chier, tu vois. Et du coup, ils voulaient le dénoncer. Mais t'as le droit à avoir des absences. Après, si tu les justifies, la directrice te dit rien, quoi. Et en fait, par contre, j'avais des bonnes notes. J'avais de très bonnes notes parce que je Ça te fait comprenais chier, ce que là. j'avais à faire. Et par Les gens contre, ça qui te mettait la détestaient. haine. Ah, mais ça leur mettait la haine. Ils comprenaient pas. Pourquoi elles qui sont là 100% du temps, elles ont des notes, voilà, elles ont 12. Lui, le mec, il vient 70% du temps, il est toujours en train de rigoler, il est toujours décontracté. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que lui a des meilleures notes que moi? Et du coup, je te jure, hein, il y a un petit groupe de nanas qui est allé voir, et il y avait un mec dans l'histoire aussi, qui sont allés voir la directrice, qui lui ont dit, Abed triche. La directrice leur a dit, Abed triche? Ok, d'accord, ok, pas de souci. Abed triche, vous allez voir, il triche. Je te jure, sur la tête de mes enfants. Hein. Je l'ai su après. Mais, il y a des partiels où il y a des profs qui devaient me surveiller très attentivement. Le truc, c'est que moi, quand je viens en partiel, je viens avec un stylo, un Tipex. Même aujourd'hui, je suis comme ça. Un stylo, un Tipex. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. T'as pas besoin de livres, t'as pas besoin de calculette. On est infirmier, tu vois. Un produit en croix, moi, je te le fais sur une feuille, tu vois. J'ai pas besoin d'une calculette. Et là, ils m'ont surveillé pendant 2 partiels. Et ces 2 partiels, j'avais eu 16 et 18.
En plus, c'était un thème que j'adorais, la neurologie, et l'autre, c'était la psychiatrie. Et là, moi, je ne sais rien de tout ça. Ma dernière année d'études en tant qu'infirmier, je me retrouve avec une prof avec qui je m'entendais super bien. Tu vois, elle était contente, elle aimait bien mon profil, elle avait compris qui j'étais, tu vois, puis elle m'aidait beaucoup dans mes stages. Quand j'avais un problème, je lui appelais, je lui disais, mais il y a un truc, j'arrive pas à m'intégrer là-dessus, je comprends pas. Elle prenait du temps pour moi alors que c'était pas ma prof référente. Et je vais pas dire son nom parce que je veux pas parce que c'est elle qui m'a raconté ça. Mais je la remercie si elle écoute ce podcast. Et elle me dit, Passe son Abed, je vais coucou te aussi confier, à. j'avais fini mes études, elle me dit, Abed, je vais te confier quelque chose. Mais je lui dis parce que je lui avais demandé, je lui ai dit, madame, pourquoi vous m'aimez bien comme ça et que vous êtes assez cool avec moi? Elle me dit, Abed, c'est parce que t'as fait tes preuves. Je dis, comme tous les autres élèves. Elle me dit, non, non. Elle me dit, tu sais, elle me raconte ce que je viens de te raconter. Et elle me dit, ce qui est fou, c'est que j'ai assisté à la réunion après, où les filles ont été convoquées. Elles se sont pris un avertissement. Parce qu'elles ont dit, c'est de la diffamation. Vous Elles avaient vous encore l'avez plus le dénoncé seum, sans... quoi. De quoi? Elles avaient encore plus le seum parce qu'elles se sont encore pris en plus Ah, un mais je avertissement, savais quoi. pas, moi, que c'était pris le feu. Mais du coup, je sais pas c'est qui ces filles, hein, parce qu'ils ont pas voulu me dire. Mais elles se sont pris le feu, mais je le savais pas. Et tout ça, ça s'est passé en mode sous-marin. Personne l'a su, tu vois. Et je te promets que ce jour-là, je me suis dit, tu vois, il n'y a pas que des gens bienveillants autour de toi. Mais ce qui est important, si ce jour-là, ne serait-ce que j'avais eu un tout petit bout de papier comme ça, où il y avait écrit le numéro de ma mère, tu vois, ou je sais pas qui, tu vois, et que j'avais fait ça, j'aurais pu flinguer ma carrière. Et ben, ce jour-là, je me suis dit, cool, tu vois, je me suis dit, là, sans faire exprès, j'ai tracé ma route en prouvant aux gens que j'avais pas besoin de tricher et que j'étais... cet acte-là, il m'a beaucoup marqué, tu vois. Où je me suis dit, ah bon, les gens peuvent te jalouser à un certain point de ne pas valider que tu es quelqu'un d'intelligent. Parce que ils te sous-estiment et ils se fient à ce qu'ils voient. Tu vois, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils ressentent. Alors qu'en réalité, j'avais autant de compétences qu'elle. Si tu travailles en tant qu'infirmier que moi et tu prends un micro et tu vas parler avec tous ceux qui ont travaillé en tant qu'infirmier ou tu parles avec des patients, moi, j'ai toujours travaillé d'une manière, parce que j'avais vu un film et j'avais entendu parler de cette personne. Tu connais Dr Patch? Non, ça me C'est dit un pas. médecin américain qui est absolument incroyable. C'est un médecin qui a remarqué qu'en fait, si il faisait rire ses patients, ou si il agissait dans l'humour, par exemple, tu as quelqu'un qui a un cancer, bah, tu peux lui faire des blagues sur le cancer. Il n'y a pas de tabou. Et tu vas lui faire des blagues et tu vas le faire rire pour faire relativiser sa condition et l'aider en fait à continuer à vivre des émotions joyeuses malgré que la situation dans laquelle tu es, elle est compliquée. Nous, on est africains, on comprend ça. En tant qu'Africain, même toi en tant que Camerounais, tu comprends que dans notre culture, quand il y a un décès, tu ne pleures pas. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce que je dis là. Je sais que dans les décès, nous, on ne pleure Bah, pas. chez nous, chez nous, c'est pire que ça, c'est la fête. En fait, il y a une Exact. partie bien sûr triste, et ensuite il y a la partie du funérail, c'est une grande Et fête, c'est on une grande cuisine, fête. on mange, et avec plein de monde, on fait des danses, mais bon, ça c'est culturel. C'est culture, exactement. Et ben dans ma culture, j'ai compris ce Dr Patch, ça m'a beaucoup touché. Et en fait, si tu veux, moi j'ai toujours agi avec mes patients avec humour. Ça m'a beaucoup desservi en stage, parce que dans le stage, on te demande d'être dans un moule et d'agir D'être d'une telle carré. manière. Mais par contre, quand je suis devenu professionnel, je l'ai appliqué, et du coup, ça faisait de moi, je sentais que j'étais un bon soignant, parce que les patients me le disaient. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et aujourd'hui, quand je suis devenu chef d'entreprise, j'ai décidé d'être celui que je suis, sans être celui que les autres attendent que je sois. Et ça fait tellement du bien. Yes. Excuse-moi, en fait, on va un peu dans tous les sens, mais du coup, dans ma construction personnelle, moi, j'ai déjà fait, je fais souvent de l'introspection pour essayer de comprendre comment je me sens, où j'en suis aujourd'hui, pour que je ne perde pas ma ligne de vie, si tu veux. Tu vois, pour pas me galvauder. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Avant, il y a personne qui a voulu m'aider quand on a fait Papépille avec Fatia. Personne ne nous a aidés. Mais je les ai dénoncés, ces personnes-là. En disant, mais regarde, ils n'aident pas. Regarde, donner un mail, c'est compliqué.
Je les ai dénoncés. Aujourd'hui, moi, j'ai des mails. Moi, j'ai plus de réseau, tu vois. Fatia aussi. Et ensemble, on a une plus grande force que quand on avait commencé. Il y a des gens qui viennent me voir pour me demander des choses. Et dans ma ligne de vie, même si j'ai pas le temps, je prends le temps de repartager parce que je ne veux pas ressembler à ceux que je dénonce. Et ça demande vraiment de faire un effort. C'est vrai, hein, parce que les choses vont vite. Hein, tu as de la notoriété. Tu sais, c'est pas tu prends le melon, ça va vite, tu vois. Et il te faut des choses qui te gardent au sol. Moi, déjà, j'ai Fatia. Même dès que je prends le melon 2 secondes, elle me dit, oh, Et t'es qui, redescends toi? sur terre, Reste mec. là, reste là. Je dis, ah, t'as raison, Fatia. Il y a elle, il y a le fait que je regarde à gauche, je vois ma famille, qui reste des gens modestes et qui me ramèneront toujours en bas. Et il y a les gens qui sont autour. J'ai tellement de respect pour les gens qui entreprennent, vu que je l'ai fait, je comprends ce qu'ils vont vivre. Et je peux pas, j'ai une empathie, on a une empathie avec Fatia qui ne nous permet pas de nous déconnecter des gens. On aime trop les gens pour ça. Yes. On va revenir sur Papier Pile, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Tu as fait des études dans la médecine, mais en même temps, tu as parlé aussi avant je sais pas si c'est une certification ou c'est aussi des études que tu as fait en pâtisserie. Déjà, Non, quand est-ce que ça tu se veux que je te fait? raconte comment ça s'est passé réellement? Et surtout pourquoi? Parce que ça va dans tous les sens. Hein. C'est en même temps l'histoire de ta vie, quoi. Ton parcours, en tout cas, c'est du grand n'importe quoi, tout ce que tu as fait, quoi. Bah écoute, en fait, Pourtant, ça j'étais concourt infirmier. à tout ce que tu es aujourd'hui. J'étais infirmier. J'étais en école d'infirmier. Comme je t'en ai parlé, j'avais pas forcément les moyens de subvenir à mes besoins et l'école d'infirmier, ça a un coût quand même. La vie a un Mhm. coût. Les études ont un coût en France, même si tu as des aides. Et à un moment, je devais faire ma dernière année d'infirmier, mais j'avais pas les moyens de me financer sur la dernière année. Donc j'avais besoin d'aller travailler et de rapporter de l'argent. Et ce qui est magique en France, c'est que si tu travailles pendant une année, tu peux aller t'inscrire aux ACEDIC, à Pôle emploi, et Pôle emploi va te financer à hauteur Pendant de un an. 60% de ce que tu gagnais, les ACEDIC. Ils te financent ta formation, la fin de ta formation. Donc ça, c'est magnifique. C'est une réelle opportunité en France. Et du coup, bah, j'ai arrêté mes études, j'ai demandé à ma directrice un report d'une année, et pendant cette année, je vais bosser. Donc le premier boulot que j'ai trouvé, c'est un boulot de serveur dans un restaurant. Je suis arrivé pour travailler dans le service, et je m'entendais bien avec le cuisinier, et très rapidement, après que j'ai commencé en tant que serveur, il savait que j'aimais bien cuisiner, moi j'ai toujours traîné dans les jupes de ma mère pour cuisiner, et il avait 2 apprentis, il s'est passé un micmac, les apprentis se sont pris la tête avec lui, ils sont partis. Ils l'ont laissé tout seul en cuisine. Il était un peu dépité, mais le temps de retrouver un apprenti, ça prend du temps. Et de le former et tout. Il m'a regardé, il m'a dit, Abed, pourquoi tu veux être serveur? Est-ce que ça te dit de faire un diplôme de cuisine? Tu vas passer un CAP cuisine. Je dis, oh, attends, un CAP 2 ans, en plus, voilà quoi. Si tu veux que j'aille faire un CAP, moi je dois aller l'année prochaine reprendre mes études d'infirmier. Il me dit, non, 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 CAP, t'as plus de 22 ans, ça va durer 10 mois. Pendant 10 mois, et en plus, t'as le bac, donc t'inquiète, c'est pas un souci. Tu seras payé autant en faisant un CAP cuisine qu'en étant serveur. Et en plus, tu sors avec un Ah ouais. diplôme. Il me dit, pourquoi tu dis pas oui? Je dis, ah, t'as raison, ok, bon argument, pas de problème. Je dis, vas-y, je viens t'aider. Et moi-même, déjà, quand j'étais jeune, je voulais faire infirmier, mais j'ai aimé la cuisine. Mais j'ai tout de suite enlevé la cuisine de ma tête parce que avant un CAP, ça n'a pas la valeur qu'aujourd'hui ça a. Tu sais, tout le monde dit un CAP, ouais, t'es un mongol, tu vas pas réussir dans ta vie. Alors qu'un CAP, ça a plus de Ouais. valeur qu'un bac, mec, ou que du bac plus 3. Parce que c'est des Moi, je gars, vois ils ont... ici en Allemagne parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu à mettre en avant. Les gens qui font ce type de formation là, des apprentis, Voilà, des apprentis. même niveau salaire, ils gagnent beaucoup plus qu'un ingénieur qui aura besoin de prendre quelques années d'expérience en faisant carrière pour commencer à toucher Ah, quelque les chose. gars, à Lui, il 16 gagne de ans. l'argent depuis qu'il a 16 ans. Bah, Il touche de l'argent depuis qu'il a 16 ans. et C'est, surtout, c'est, il travaille, il est au contact, il charbonne, tu vois. Et ben, ouais. tu vois, Il moi, a j'avais enlevé de l'expérience, ma il a tête. le Ouais, bagage. mais les croyances qu'on avait avant, mon père, il n'y a pas de CAP qui tienne, tu fais un bac, c'est lui, il avait que le bac dans la tête, tu vois. Mais bon, à ce moment-là, il me dit, tu chopes un CAP et tu travailles en cuisine. Je dis, ok, pas de souci, allez. J'ai commencé à faire mes gammes avec lui, j'ai fait mon CAP, je me suis inscrit, j'ai obtenu mon diplôme, mais j'ai adoré ce que je faisais. Et il m'a dit, franchement, tu te débrouilles très bien, t'es hyper investi, très cool. Il me dit, écoute, j'ai un pote qui a une cuisine, qui, pareil, c'est un étoilé, il recherche un apprenti. Est-ce que ça te dit de faire une deuxième année, mais par contre, ça va être un level up, tu vois?
Je dis: «Oh, pourquoi pas?» J'appelle ma directrice, je lui dis: «Est-ce que je peux prendre une deuxième année?» Elle me dit: «Oui, oui, t'as le droit à 2 ans, pas de souci». Je prends une deuxième année, donc je fais de la cuisine, mais un peu plus poussée, une deuxième année. Je me paye même une petite formation à EQI, tu vois, chez Bocuse et tout, avec mon resto et tout. Donc je m'amuse vraiment, hein. Je T'es m'amuse et vraiment je prends. passionné là, parce que là, à t'entendre Ah non, parler, moi je cuisine énormément. Moi, c'est un kiff pour moi. Et du coup, au bout de la deuxième année, je devais partir. Mais il y a quelqu'un qui me propose de venir dans un restaurant où le chef est parti. Ils veulent refaire la carte. C'était un truc de tapas. Ils voulaient faire des tapas un peu revisités, mais un truc cool. Un restaurant qui avait pignon sur rue. Et il me dit, et il avait entendu parler de moi par un pote, qui me dit, mais ça te dit pas de reprendre le resto et tout, on travaille ensemble, on fait un truc cool. J'appelle ma directrice, je lui dis, je peux prendre une troisième année? Elle me dit, oui, oui, t'as le droit à 3 ans, légalement, t'as le droit à prendre 3 ans. Je dis, ok. ah ouais. Je fais une troisième année en tant que cuisinier, puis là, je travaille dans ces cuisines-là. Alors là, je m'amuse. C'est moi le chef. Le mec, je viens d'avoir un diplôme, c'est moi le chef. Moi, j'étais hyper content. Et du coup, on me laissait faire ce que je voulais. Ça marchait bien. Et du coup, on arrive à la fin de la troisième année. Et là, c'est ma directrice qui m'appelle. Et qui me dit, Abed, soit tu reviens, soit j'invalide tes 2 premières années et tu seras obligé de refaire toute la formation d'infirmière complètement. Je dis non, attends, je vais revenir. Je vais revenir, autant avoir Et 2 diplômes, il n'y on a pas sait eu jamais. il y a pas eu un doute par rapport à ce que J'ai eu tu un étais doute, je déjà en me train suis de dit, c'est pas créer. grave. Non, si, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais après, je me suis dit, non. Faisons, autant avoir plusieurs diplômes. Du coup, j'avais fait mon boulot. Moi, j'avais relancé la carte, le restaurant tournait bien. Je dis, vas-y, bah écoute, je vais te trouver quelqu'un d'autre, je vais le former à ma place. Et je suis reparti faire mes études d'infirmier. J'ai fait mon école d'infirmier. J'avais l'argent qu'il fallait. J'étais financé. Et en plus, en ayant travaillé en tant qu'apprenti en cuisine, j'avais acquis une rigueur. J'avais acquis des compétences différentes de ce que j'avais avant, quand j'étais sorti juste en tant qu'infirmier, tu vois. Ben, je Et t'arrête là, Abed, c'est un point hyper important qu'on ne dit pas assez, la rigueur qu'il y a à ce niveau-là, puisque comme on a l'habitude de galvauder en fait ce truc de CAP, de CAP, ben non, c'est pour les cancres. Il y a un niveau de rigueur, de discipline, et ça, tu peux l'attester. Et quel que soit, c'est pas juste en cuisine. Bon, moi, je parle de la cuisine parce que je connais un peu. On a presque le même parcours. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait à côté de mes études dans la gastronomie italienne. Le niveau de rigueur, la propreté, la réglementation aussi, parce que tout ça, c'est parce que c'est cadré et ça te donne un niveau, ça te donne une certaine une posture qui, je sais pas, limite, ça reste dans l'ADN, quoi. Quand tu vas faire autre chose, tu auras tendance quand même à garder ce truc est-ce que tu, carré, est-ce que tu sais comment on appelle une équipe en cuisine? On appelle ça une brigade. brigade. Ouais, c'est une brigade. C'est une brigade, tu vois, c'est des termes militaires. Parce que c'est une organisation militaire. Et ça te demande, comme tu viens de le dire, une rigueur et une exécution, parce que tu dois faire toujours la même chose pour les gens, pour que tout le monde soit content de ce que tu lui offres. Mais c'est surtout, tu as des responsabilités. Tu peux pas envoyer une viande de volaille mal cuite, tu peux tuer quelqu'un. Donc tu as une responsabilité à travers la nourriture. Et tu représentes un chef qui te donne sa responsabilité dans ce que tu fais. Tu Donc toutes délègues ces au pouvoir. compétences-là, tu les acquiers. Et je suis d'accord avec toi, quand je suis arrivé en tant qu'infirmier, j'étais meilleur élève infirmier après avoir fait de la cuisine que je ne l'étais avant. Je suis devenu un élément hyper performant. J'ai fini ma troisième année, mais je l'ai fait haut la main. Et j'ai fini mes études. J'ai pris mon diplôme. Et en fait, à ce moment-là, j'avais un choix. Soit je travaille en tant qu'infirmier normal dans un milieu, je connaissais déjà, j'avais fait des stages, j'avais juste à passer un coup de fil et être dans un service. Soit je me remets en danger. Je sors de ma zone de confort. Et ben à ce moment-là, j'avais vu une annonce comme quoi ils cherchaient des infirmiers à Lausanne, en Suisse. Je me suis dit sur un coup de tête, j'ai pris mes affaires, j'étais célibataire, j'étais tranquille, j'étais en mode solo. Je me suis dit vas-y j'y vais. J'ai pris ma voiture. J'ai un frère qui habitait vers Genève, à la frontière française. Donc il y Mhm. avait 1 heure de trajet jusqu'à Lausanne. Et je me suis dit bah vas-y je vais aller. Et j'ai pris des CV. Je suis allé faire toutes les agences d'intérim. Et puis j'ai commencé à postuler comme ça à l'arrache, en disant voilà je suis infirmier, alors j'ai pas de permis de travail ni rien, donc je me suis fait. Ils me disaient ouais vous avez le droit de travailler 90 jours sans permis de travail. Je dis ok pas de problème, mais ils m'ont dit si vous êtes un bon élément, vous faites votre permis de travail. Et là je suis rentré dans le monde du travail, mais dans le vrai monde du travail. En fait les intérims,
ils te testent. Ils ont tellement de candidats. Là, par exemple, j'étais en train de dormir chez mon frère. Tac, j'ai mon téléphone qui sonne à 4 heures du matin. La première intérim, elle m'appelle, elle me dit on a besoin de quelqu'un et tout. Je regarde l'heure, je suis ok, pas de souci, je suis libre. Elle me dit ouais, on a besoin de quelqu'un. Vous commencez à 6h30. Il était 4 heures du mat. Ok, j'arrive. J'y vais, je travaille, je prends ma voiture, tac. Et en plus, j'étais inscrit dans 3 intérims différentes. Je finis mon service à 14h30. Ok, je ressors, je commence à rouler. Donc là, je rentre chez mon frère et je dors chez mon frère. Je dormais à côté de ma nièce comme ça par terre. J'avais pas les moyens, donc il fallait absolument que je me fasse déjà un coffre, tu vois. Mon frère, il m'avait acheté un ordi pour que je m'organise. Il m'avait lancé un petit peu. Tu vois, c'était un business angel pour moi, dans le taf. Oui. Il m'a lancé un peu. Comment il s'appelle ton frère? Il s'appelle Karim. Karim, on l'embrasse. Alors, je l'embrasse très fort. Et du coup, j'ai commencé à bosser comme ça. Le lendemain, pareil, pendant 2 jours, il me donne pas de nouvelles. Donc, j'avais plus de travail. J'ai fait une mission, c'était terminé. Il me rappelle, pareil, à 19h. Je dis, ok, je réponds. Oh, on a besoin de quelqu'un et tout. Ok. En fait, il m'avait pris un peu en bouche-trou. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a annoncé qu'il était malade, absent et tout, ils se sont dit, bon, vas-y, on va prendre dans le vivier qu'attend. Et hop, il m'appelle à 19h, on a besoin de quelqu'un à 20h30 sur Montreux et tout. Putain, j'avais 1h45 de route. Je leur dis, ouais, 20h30, je sais pas si je serai à l'heure. C'est pas grave, si vous avez un quart d'heure de retard, l'infirmier vous attend, il vous donnera le relais pour la soirée. Ok. Je faisais ma nuit, et c'est là que ça a commencé. Je commence à rouler, en sortant de Montreux, tu vois. Je roule pour rentrer chez mon frère. J'avais 1h45 de route. J'avais fait 1 heure de route. Et là, mon téléphone sonne. Allô, il était 6h30 du matin. J'avais fini mon service de nuit. Oh, on a besoin de quelqu'un à 14h. Mais c'était une autre intérim qui m'appelait. Wow. Ça veut dire, je venais de finir 6h30 et quelqu'un me dit, on a besoin de quelqu'un à 14h. C'est à Lausanne. Et moi, j'étais juste à côté. Montreux-Lausanne, il y avait 45 minutes, mais j'avais dépassé un peu. Il me dit, on en a besoin à 14h. Il était 7h du mat. J'allais pas rentrer jusqu'à chez mon frère pour revenir. Je dis, ok, comptez sur moi, il n'y a pas de problème. Je me gare sur une aire d'autoroute. Je dors. L'américaine. De ma vie, je dors sur la voiture. Tu parles à mon frère, il va dire, Abed, il dormait dans sa voiture tout le temps. Je dors. Je me réveille. Mon réveil sonne à midi. Je vais à Lausanne, c'était au CHUV, tu vois, à l'hôpital cantonal. J'y vais. Je vais dans les vestiaires. Je me douche, tac, je me prépare. Je reviens pour faire ma journée. J'enchaîne. Donc, dans une journée, j'avais eu très peu de repos, puis je refais une journée. Mais je te jure, quand je te dis, Guy, que ça a été comme ça, j'ai fait des heures de malade. Mais du coup, j'ai pu beaucoup travailler. Je me suis fait une base d'argent. Mmh. Tu vois, j'ai réussi à mettre quasiment 30 000 € de côté en 2 mois de travail. Wow. Mais par contre, je ne sortais pas. En 2 mois, je ne sortais pas. J'avais pas d'amis. Mes amis, je leur parlais au téléphone, c'est tout. J'allais pas à l'hôtel. Je ne faisais rien d'autre que travailler. Pendant 2 mois, 2 mois et demi. Je me faisais des gros salaires. Par contre, les impôts, ils craquaient quand même, tu vois, les impôts suisses, ça rigolait pas. Mais par contre, l'intérim, ils m'ont regardé, ils m'ont dit merci. Et ils m'ont pris comme un élément, les 3 intérims où j'étais, ils ont dit, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un, ils m'appelaient moi. Mais il s'est passé un truc fédérateur à ce moment-là, c'est qu'il y avait les printemps arabes. Tu vois, il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient, il y avait l'immigration massive, les gens qui fuyaient la terreur, et ils se sont retrouvés en fait en Suisse. Et en Suisse, le problème qu'il y a eu, c'est que en fait, quand t'es en situation d'irrégularité, t'as une incarcération préventive. Donc tu te retrouves en prison parce que t'as pas de papier, mais t'as pas fait de crime, tu vois. Parce que ouais, t'as pas fait de crime, mais techniquement, je crois que c'est illégal. C'est illégal, exactement. C'est pas la Constitution, voilà. Ouais, et donc tu te retrouves en prison. Mais le problème, ils se sont retrouvés avec un vivier de personnes qui ne parlent ni français ni anglais, ils parlaient que arabe. Et ils avaient plein de gens qui venaient d'Afrique, qui parlaient l'anglais, mais qui parlaient pas français. Et ils se retrouvaient avec des problèmes de communication. Et il y a l'intérim qui m'appelle, qui me dit, écoute, on a une grosse urgence, il y a l'hôpital la prison de Lausanne qui cherche des éléments, des infirmiers qui parlent plusieurs langues. Et moi, dans mon CV, je parlais plusieurs langues. Et elle me dit, tu parles aussi arabe? Hein? Tu parles aussi arabe? Je parle arabe, je parle anglais, je parle espagnol, je parle français. Et du coup, je me suis retrouvé face à cette demande où elle me dit, bah écoute, va les rencontrer, ils cherchent des CDI. Je me dis, ah ouais, cool, CDI en Suisse, je vais pouvoir être un peu tranquille, tu vois. Et pouvoir lâcher le rythme, parce que tu peux pas tenir le rythme que j'avais à longtemps, tu vois. Et là, j'y vais, ils me rencontrent, ils m'expliquent, on discute, je suis naturel.
vraiment naturel. J'avais même mis des fausses lunettes, parce que je m'étais rendu compte que quand je mettais des fausses lunettes, je sais pas ce qui se passait, mais mes entretiens se passaient tous bien. C'est pour ça que tu me vois sur M6 avec des fausses lunettes. Je n'ai pas de lunettes en vrai. C'est des fausses lunettes. Et je te promets, au bout d'une demi-heure, il me regarde, il se lève, il me serre la main, il me dit bravo. Il me dit on vous prend. Vous commencez demain. Logement de fonction. Logement de fonction. On va vous former. On va vous former en prise en charge en milieu carcéral et sur des détenus dangereux et sur de la prise en charge en milieu précaire. Pas de... J'en demandais pas tant, moi. Hein. Moi, tu m'aurais donné une orange de l'eau et un salaire qu'il faut, je t'aurais dit merci, mais bon, ça me va. Ils m'ont formé comme jamais. J'ai été spécialisé dans ma prise en charge. Ça a duré de 2013 à 2019. Mais en même temps, entre-temps, je suis allé travailler en quartier de haute sécurité à Genève et ils m'ont formé. Et en fait, là, j'ai acquis des compétences. Et c'est grâce à eux que j'ai rencontré Fatia. Parce que c'est eux, on m'a appelé pour parler du travail en milieu carcéral par rapport à ma spécialité. Mmh. Donc voilà, je t'ai un peu raconté mon parcours. Donc voilà pourquoi je suis cuisinier infirmier. Mais mon cœur a toujours balancé entre les deux. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec les gens et régaler les gens, tu vois. Et ça te manque aujourd'hui? C'est vrai que ça fait pas longtemps que tu as arrêté, vu que tu as été pendant la période de Covid, tu as dû retourner pour J'ai jamais arrêté infirmier. Pendant Papépi, je n'ai jamais arrêté, moi. Je travaillais de nuit en tant qu'infirmier. Le matin, à 7h du mat, je sortais, je prenais ma voiture, j'allais livrer les magasins. J'allais prospecter commercialement. L'après-midi, je rejoignais Fatia dans l'usine. On produisait les biscuits, on les mettait en sachet. Je dormais 2 heures et le soir, je retournais travailler en tant qu'infirmier. Ça a duré quasiment tout le temps de Papépi. Hein. Ah ouais. Tu continues toujours de... Non, là, ça y est, j'ai arrêté. C'était le marathon. Et comment tu réussis? Tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui ont travaillé chez Papépi avec nous, ils le savent. Ils le savent que ce qui s'est passé. Waouh. Et c'est ça qui a montré à mes investisseurs qu'on était déterminés. Bah, j'imagine. Moi, comme la plupart des gens, Papépi, moi, j'ai entendu parler en regardant en replay, parce que je ne regarde pas la télé, en regardant en replay sur les réseaux sociaux qui va être mon associé. J'ai découvert un truc, déjà la présentation qui était ouf. On va mettre les liens en description pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. C'était vraiment ouf, très bien mis en scène. Tu arrives là avec ta casquette de pilote d'avion et le pitch. C'est qu'on a eu 2 jours, hein. On a eu 2 jours pour préparer ça. Hein. Ah ouais. On a failli pas faire l'émission, nous. Hein. Mais comment est-ce que tu réussis même déjà à passer à l'émission? Tu t'as postulé comme ça au À l'émission, non. On avait eu envie de le faire avec Fatia. Bon, le casting était fermé, puis on était trop jeunes au début, la saison 1. Et ensuite, quand il y a eu la saison 2, c'est Moundir. Je sais pas si tu connais Moundir de Koh-Lanta. Ouais, avec les longs. Ouais, je connais. Ouais. Et c'est lui, c'est devenu un ami. Il m'avait envoyé un message en me disant hey, les castings sont ouverts. Tu devrais aller, Papépi, ça a vraiment sa place. Et nous, on savait qu'il fallait qu'on le fasse, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, on a commencé à faire tout le dossier d'inscription, mais en parlant à personne. Mm-hmm. Et en fait, on a commencé à faire les inscriptions. On était en janvier 2021. Mm-hmm. Non, pardon. On est en 2022. Si, c'était en janvier 2021. Et moi, j'avais déjà rencontré Anthony Bourbon avant, en m'étant fait passer pour Chronopost. T'avais déjà entendu l'histoire. Ouais. Là, tu vas nous raconter ça. mais Anthony me connaissait. Parce que bon, je passe sur BFM, je devais faire une levée de fonds parce qu'on allait crever après le Covid. Et il y a une journaliste qui me dit « Ouais, il faut que tu rencontres Anthony Bourbon. » Moi, je le connaissais pas. J'ai réussi à lui extirper son numéro de téléphone. Et là, j'appelle Anthony. Et puis Anthony me dit tout de suite « Est-ce que t'es Chronopost ?» Je t'avoue, moi, je lui ai dit oui. Parce que fallait que j'aille le rencontrer, quoi. Et je lui ai dit « Ouais, c'est Chronopost. » Et là, du coup... Tu n'as pas eu le temps de faire ton pitch, quoi. C'est lui qui... Il m'a juste dit « C'est Chronopost » en répondant. Parce que je lui avais envoyé un SMS, il répondait pas. Après, je l'appelle, il me dit « C'est Chronopost ?» Je dis « Oui, c'est Chronopost. Je suis désolé, j'ai un colis. Dessus, j'ai le numéro de téléphone, mais j'ai pas votre adresse. » Et à ce moment-là, il me dit « Ouais, je suis là. » Et après, à ce moment-là, je savais que je vivais un truc de fou. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer et à raconter et à filmer en caméra cachée en allant jusqu'à chez Anthony. Et Anthony, tu le vois, je lui mets le colis, il y a quelqu'un qui essaie de me le prendre, je lui dis non, c'est pour Anthony. Anthony vient, il me dit mais j'ai pas commandé ça. Et après, l'histoire fait que... C'était quoi déjà le colis Le colis, c'était des Papépi. Je lui ai ramené des produits.
Et en fait, le délire, c'est que lui, il me dit, j'ai pas commandé ça. Puis après, on a discuté ensemble pendant 15 minutes et je lui ai dit que je faisais une levée de fonds, que j'avais besoin de 300 000, mais je savais pas comment ça se passait. Il m'a dit, te fais pas de soucis. Et il m'a fait un chèque de 300 000 euros en 15 minutes. Et après, je suis reparti et après, il m'a aidé à accélérer et tout. Mais si tu veux, Anthony, c'était un ami à ce moment-là. C'était quelqu'un qui faisait partie de Papépi. Mais quand Mais je je me crois suis que j'ai le inscrit à titre qui de veut être mon l'épisode, quoi. associé, Lever 300 000 euros en 15 minutes. c'est vrai que c'est ouf. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas. Je n'avais quand je me suis inscrit à qui veut être mon associé avec Fatia, Mhm. on n'a dit à personne de la levée de fonds qu'on le faisait. Et en fait, on s'est inscrit, mais on pensait pas qu'on allait être pris, nous. Et là, d'un coup, tout commence à s'emballer, ils nous prennent et tout. Et en fait, ils nous appellent, ils nous disent, écoutez, dans 10 jours, vous allez venir enregistrer votre épisode. Nous, on dit, pas de problème, y a pas de souci, on va venir. Et le lendemain, t'as Anthony qui m'appelle et qui me dit, Abed, vous vous êtes inscrit à qui veut être mon associé? J'ai dit, ouais, et tout, trop cool, comment tu sais? Il me dit, Abed, je suis jury de la saison 2. Moi, je lui dis, débat, on va trop rigoler, on va être ensemble à la télé et tout. Il me dit, non, Abed, c'est pas rigolo. Il me dit, j'ai les avocats qui sont dans mon bureau, je dois signer un document, un contrat qui pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Comme quoi, je ne connais personne de la saison, tu vois. Je lui dis, bah merde, comment on fait? Il me dit, ouais. Il me dit, appelle la production et dis-leur, explique-leur ce qui se passe. J'appelle la production, je leur explique, et là, il se passe un truc. Ils nous disent, oh non, non, non. Nous, on veut pas qu'il y ait de vagues. Ok? Si vous vous connaissez déjà, on veut pas qu'il y ait de problématiques. Et là, ils nous blacklistent. Shit. Et là, on ne devait pas faire l'émission. Et là, à ce moment-là, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des graines que tu vas planter et du réseau que tu vas te créer, qui va te sortir de certaines situations. Je connaissais Moundir. J'appelle Moundir, je lui dis, Moundir, regarde ce qui se passe. Et je sais que Moundir connaît Arthur, le producteur de l'émission. Et Arthur connaissait nos produits parce que Moundir lui avait envoyé déjà pour lui dire, regarde, ces jeunes sont intéressants. Je dis à Moundir, il me dit, non, impossible, incroyable. Il parle avec Arthur. Il dit à Arthur, écoute, tu les connais, tu connais leur histoire, tu peux pas. Mhm. Arthur dit non, attends, c'est un bon profil, on va voir si on peut pas trouver une solution. Il appelle la production, il leur dit bon, est-ce que vous pouvez pas trouver une solution par rapport à ça? Vous pouvez pas être catégorique. La production dit attends, ok, ils réfléchissent un peu et ils se disent ok, on va enlever Anthony et on va mettre quelqu'un d'autre à la place d'Anthony pour le jury. C'est pour ça que dans notre épisode, tu ne vois pas Anthony. Ils ont mis qui à la place? Ah, me demande pas les noms, je me rappelle pas. Je me rappelle que des noms des gens qui m'ont marqué. Et des gens qui ont investi, tu vois. Ça va être super sympa. Me mets pas dans la merde, tu peux couper ça, s'il te plaît, dans le montage. Et du coup, à ce moment-là, tout ce que je te raconte, ça se passe pas en une journée. Ça se passe en une semaine. Et après, la production dit, ok, il nous rappelle, ok, pas de souci, vous pouvez venir au tournage. Mais nous, il nous avait dit 10 jours au début. Et en fait, pendant les 7 jours, on était en train de batailler pour passer dans le programme. Ouais. Et au bout des 7 jours, il restait plus que 3 jours pour préparer le plateau, pour préparer le pitch, pour préparer tout ce que tu veux. En fait, nous, on a des gosses. Moi, je prends les enfants, on va chez ma mère, hop, on balance les gosses, on s'arrête même pas, on n'arrête même pas la voiture. Hein. Je dis, maman, prends les gosses, et tout. Et puis, on se casse à Paris. Et en fait, on avait 2 jours et demi pour préparer un pitch, pour dire combien on allait lever, pour trouver la scénographie, tous les meubles que tu vois derrière, les produits, le costume, comment on allait convaincre les investisseurs, on l'avait pas tout ça. Enregistrer le pré-roll puisqu'il y avait un... Oui, il y avait un petit message que moi je disais, oui, bienvenue à bord du Papépi, machin. Ouais. Et ça, c'est moi c'est moi qui ai fait la voix et qui leur a envoyé le soir même avant le... C'était incroyable. Et là, toutes les idées viennent. Avec Fatia, on est resté en autarcie, on n'a parlé à personne. On est restés tous les deux, on s'est dit, mais c'est la chance de notre vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on a commencé à avoir une créativité, à parler, à pitcher l'un et l'autre, à se filmer. On posait un téléphone comme ça, et on se filmait, et on filmait notre pitch, et on a analysé nos gestes, nos bafouilles. On s'est dit, mais attends, le pitch, il doit tenir 3 minutes, là, on a 4 minutes, on a enlevé ce qui servait pas. Et là, on a fait un élévateur pitch, à 2, dans une chambre d'hôtel,
Comme ça. Et en plus, c'est ceux qui nous connaissaient pas, on marchait dans Paris, on allait à la Tour Eiffel, on marchait, et on se pitchait en marchant dans la rue parce qu'on s'est dit, on peut pas faire que dans la chambre d'hôtel. On va aller devant là où il y a des gens. On est allé au Champ de Mars, on est allé à la Tour Eiffel, il y avait du monde. Et en fait, on le pitchait avec des gens qui étaient autour. Ça nous déstabilisait un peu, mais ça nous montrait un petit peu ce qui allait se passer, tu vois. Ouais. Et là, le soir même, on sentait qu'on était prêt. On a arrêté d'en parler le soir même. On a tout coupé, on a fait autre chose. On s'est regardé un film, on s'est passé du temps ensemble, on avait mangé au resto. Le lendemain, on est arrivé, on a fait la journée là-bas et on se sentait super bien. Franchement, il y avait des ondes positives. Il y avait même les premiers jours, tu vois, dans le plateau, il y a plein de journalistes, plein de caméramans, il y a plein de monde, hein, ça fourmille. Ouais, ça fait Et peur. nous, on est arrivé et là, on a vu, tu vois, on a commencé à sortir des gâteaux et à commencer à préparer notre truc. Et je commençais à faire mon pitch et je savais pas à qui le faire. Je voulais le faire une dernière fois avec Fatia. Et tu vois que les journalistes, ils étaient occupés et tout. Puis en fait, j'ai vu un mec qui s'appelle Edouard, un mec qui faisait le ménage. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que vous pourriez nous écouter 3 minutes avec Fatia? Je vais juste vous prendre 3 minutes de votre temps. Je vais juste voir si vous comprenez. Tes trucs sont toujours. Non, mais en vrai, je lui ai dit, est-ce que vous comprenez? Je voudrais juste savoir si ce que je vais vous dire, vous le comprenez. Mhm. Et parce qu'on doit passer dans pas longtemps, et le mec Edouard, oui, mon frère, il n'y a pas de problème, je veux bien t'aider et tout. Et je lui dis, en contrepartie, je vous donne un beau coffret de biscuits pour vos enfants et tout. Il me dit, il n'y a pas besoin de ça. Il m'a dit, vas-y, je t'écoute. Et là, on s'est posé, on a commencé à pitcher avec Fatia devant lui. Mhm. Et il a dit, c'est super, vous êtes super, c'est génial. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on vend? Et il a dit, vous faites des biscuits en billes, là. Je lui ai dit, on a besoin de quoi? Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent pour 300 000 euros, c'est ça? Il me dit, puis là, votre parcours, il est magnifique, c'est joli ce que vous avez fait. Bravo les enfants de vous battre comme ça et tout. Et là, quand il m'a regardé et qu'il avait tout compris, je me suis dit, si lui, il a compris, sachant qu'il n'y connaît rien au business, tout le monde peut comprendre. Donc ça veut dire qu'on avait fait un discours qui était accessible à tout le monde. Et à ce moment-là, on se sentait prêt. Et Edouard, franchement, c'était un mec incroyable. Et du coup, après, nous, on a rincé tous ceux qui étaient... Tu sais, parce que non, tu vois ceux que tu vois, et puis t'as tous ceux qui sont derrière, qui sont là pour cravacher, pour que tout soit nickel, que tout se passe bien. On s'est régalé avec ces gens-là. Et du coup, on a pitché, et c'est passé ce qui s'est passé. Trop. Yes, on va essayer de revenir. Je sais que ton time est short. On va revenir très rapidement sur les problèmes que vous avez eus parce que tu disais que au moment où tu es allé rencontrer Anthony Bourbon, là, vous étiez à la limite, vous avez failli complètement tout arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était peut-être l'avant, pour avoir du contexte, l'avant Covid. L'avant, le Il y a eu problème, une petite traction quand même. on avait une grosse traction, mais le problème, le Covid est arrivé. Donc Fatih a réquisitionné pour aller travailler en tant qu'infirmière, donc plus le temps d'être en production. Moi, je Mais travaillais avant déjà. ça, comment est-ce que vous avez, comment est-ce que ça a pété déjà? Est-ce que c'était toujours dans le petit set après le Non, mariage? ça a pété juste autour de chez nous parce que on allait en magasin, tout le monde référençait. On a été élu innovation chez Franprix, donc on a eu une traction énorme dès le Chez début. Franck, mais comment est-ce que pour rien comme est-ce que tu Non, avais une connexion avec non, Franprix c'est LinkedIn. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai regardé. Je suis allé chez Franprix et puis chez Franprix, quand tu regardes sur LinkedIn, il y a écrit personne. Tu cliques sur les gens personne, qui travaillent tu vois, et tu vois personne et tu vois leur grade. le Tu titre? vois, il y avait responsable innovation, responsable machin. Et je suis tombé sur Romy Tayeb où il y avait écrit responsable innovation. Je me dis bon ok, responsable innovation. Tu sais, t'as un mois gratuit de LinkedIn. Ouais, J'ai c'est pris un les mois un de mois Sales gratuits. Navigator. Ouais, Voilà, tu vois. J'ai pris les un mois gratuits. Ça veut dire que tu peux envoyer un message direct. T'es pas obligé à tout le d'attendre qu'elle monde. se connecte. Ouais. Du coup, j'ai envoyé des messages à plein de gens, des acheteurs et tout ça. Elle m'a répondu, elle m'a dit, oh, super votre projet et tout. Envoyez-nous une présentation des produits, des projets et tout. Et elle m'a dit, bah écoute, elle m'appelle, elle me dit, écoute, tu vas passer, c'était une de ses responsables qui m'appelle, qui me dit, écoute, demain vous passez en commission innovation, c'est soit vous êtes élu innovation à l'unanimité et on vous installe en national, soit vous êtes élu innovation de façon mitigée et on fait un essai dans 50 magasins. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, vous êtes élu innovation, vous êtes nationalisé dans 300 magasins. Ça faisait 2 mois qu'on Waouh. existait. Alors je t'avoue qu'on est allé travailler, on allait charbonner comme des malades. Et c'est surtout que dès le début, on a partagé tout ce que je te raconte. Moi, c'est filmé. Mhm. Tu vois, et on l'a partagé sur les réseaux sociaux. Tu vois, au début, on partage quand on faisait nos travaux. Tu vois, moi, je partageais aux gens
comment on a posé la faïence, le carrelage, comment on a créé notre première usine, pourquoi on a vendu notre maison parce que personne ne croyait en nous pour créer la première usine. Tu vois, on leur racontait tout ça. Et ça a fédéré une communauté autour de nous qui fait que, en fait, quand on partageait quelque chose ou quand on... Tu vois, par exemple, on devait envoyer... Alors ça, c'est un exemple qui va te montrer comment la communauté peut te sortir de gros problèmes. On devait envoyer 12 palettes dans les dom-toms. OK? Parce qu'on avait trouvé un distributeur là-bas. Tout était prêt. Conditionné, tac. On devait envoyer le camion. Le jour où on doit envoyer le camion, Emmanuel Macron, le président, annonce qu'il y a un blocus, qu'ils arrêtaient les transits. Tu sais, c'était pendant le confinement. Ouais. Ils arrêtaient les échanges avec les dom-toms. Tu pouvais plus envoyer de produits. Il y a eu un moment où ils avaient fait barrage. Je sais pas si tu en avais entendu parler, mais il y avait plus de transit qui se passait au niveau maritime, ni aérien, ni rien. Et du coup, on se retrouve avec 12 palettes bloquées et le distributeur qui nous dit « Oh là là, mais en plus, c'est la merde ici. Je sais même pas si je vais réussir à les vendre. » On se retrouve bloqué avec 12 palettes et on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les envoyer. Et nous, nos produits, il y a des dates de péremption dessus. Donc, 12 palettes, en termes de trésorerie, mon pote, je peux te dire que pour une start-up comme nous, ça peut nous flinguer, tu vois. Et on savait pas à qui les vendre. Tu vois, on en vendait un petit peu, tout doucement, mais 12 palettes, c'est impossible à cleaner aussi rapidement, tu vois. Et là, je prends mon portable et j'en parle. Je fais une story et j'en parle. Je dis, écoutez, on a un problème. Voilà. Je crois, on avait un peu plus de 10 000 personnes qui nous suivaient. Voilà ce qui vient de se passer. On est bloqué, puis on montre les palettes. On montre l'usine aux gens, on dit, voilà ce qui se passe. On est bloqué, est-ce que vous pouvez nous aider? On met un code promo, nanana. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, à en parler autour de vous, que les gens, on a un site internet, allez-y. Et là, les 12 palettes partent en même pas un mois. Vraiment, hein, on des commandes qui tapent, un qui parle à l'autre. La communauté Instagram a vidé tout notre stock en un mois. On s'est retrouvé avec 0 perte. Et en plus, on a mieux margé parce qu'on était sur de la vente en ligne. Donc après, nous, on a... Il n'y avait pas un distributeur qui prend quand même un petit cut, ça veut dire vous avez margé à 100%. Il n'y avait personne, on a margé. Après, on a offert les frais de port et tout, et on leur offrait des cadeaux dedans, parce que nous, c'était inconcevable. Le nombre de commandes, on sortait quasiment 300 commandes jour, là où on en faisait 10 avant. Il y a eu un boom. Et en plus, t'as Moundir qui en parle, tu vois Vanessa Demouy qui relaie le truc, ça commence à exploser, et on a vidé tout le stock, et on s'est retrouvé sans avoir de problème à s'en sortir. Tu te rends compte la force que j'ai pas dû aller à la télé ni rien. J'ai juste posté sur Instagram à une communauté qui nous suivait pas parce que ils voulaient juste mettre des petits likes, parce que ils adhéraient à notre histoire et ils voulaient qu'on réussisse. Et c'est ça aujourd'hui. Vraiment, ce que je trouve fou dans tout ce qui nous arrive, c'est que les commentaires ou les gens qui nous envoient des messages, ils s'identifient à nous et ils ont envie de nous voir réussir, comme si c'était leur réussite personnelle. Et ça, pour moi, c'est un amour qu'on est en train de nous donner qui me dépasse. Je trouve ça magique. Et ça me donne encore plus confiance en la nature humaine, de me dire, ben non, on est vraiment ensemble, tu vois. Et ça, c'est ce que l'entrepreneuriat m'a appris énormément de leçons de vie. Autant, tu vois, je fais preuve d'audace en allant parler au président de la République, en allant trouver des bureaux chez Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale parce que j'en avais pas, ou à demander au PDG de Monoprix de me donner 2000 mètres carrés de bureaux qu'il n'utilise pas dans Paris et qui me dit oui. Tu vois, je fais preuve. Le président de la République, finalement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on va mettre en commentaire, tu as pu avoir le rendez-vous. C'est prévu. Il a quand même donné sa parole d'honneur, il a dit, là tu l'as mis en situation où... non, je t'avoue qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit, mais depuis quand on demande au président s'il a une parole, quoi, si c'est quelqu'un de parole? Je dis, je sais pas, c'est venu comme ça, je lui ai demandé, vous êtes un homme de parole, pour me dire, ok, est-ce que c'est du vent que t'es en train de me vendre ou si c'est vrai, quoi? Ouais. Ben, c'est pas du vent. Parce que direct après, son cabinet m'a appelé en me disant, écoutez, ça va être d'ici septembre. D'ici fin septembre. Donc là, nous, on est en train de préparer le rendez-vous. Normalement, fin septembre, on rencontre le président de la République en tête-à-tête
pour pouvoir lui parler des problèmes qu'on a pu relever et essayer de faire avancer l'entrepreneuriat en France. On va mettre les liens en commentaire pour donner plus de contexte. J'ai encore plein de questions, mais bon, malheureusement, le temps nous fait défaut. J'ai Et quand même sinon, c'est pas quelques, un podcast, là, c'est une série que tu vas sortir. ouais, j'ai quand même quelques petites questions que je pose souvent à mes invités à chaque fois. Donc, déjà, la première question que je vais te poser, c'est de savoir quelles sont les parties les plus difficiles de ton job ou de ta vie? Alors, tu me parles de quel job? Alors, on parle tu veux parler de Ouais, l'entrepreneuriat ou tu parles ouais, en ton général? business, ouais, plus de ton job, mais bon, tu peux aussi parler de Non, ta vie. du job actuellement, Mm. ce qui est compliqué, vraiment, pas que pour moi, mais pour ceux qui travaillent avec nous, c'est qu'avec Fatia, on a créé ça à deux. On a donné un ADN à cette entreprise qui ne répond pas à tous les codes conventionnels d'une société. Ok? Donc là, tu vois, on est en train d'embaucher des créatifs, d'embaucher des designers, d'embaucher des gens en marketing. Quand ils viennent travailler avec nous, ils sont déboussolés parce que eux, en fait, oui, alors c'est comme ça. Moi, j'ai appris qu'il fallait faire cette stratégie comme ça. Je lui dis, écoute, regarde, nous, on fait une stratégie organique, on fait les choses comme elles viennent, comme on le sent, et on avance en fonction de ça. Et c'est très compliqué pour les gens de travailler avec nous, de venir dans l'ADN de Papépi, sachant que ça ne ressemble pas à tout ce qu'ils ont fait dans leur cursus scolaire en fait. Ils doivent utiliser ce qu'ils ont appris à l'école pour venir sublimer quelque chose qui est né de nulle part. Ouais. Et ça, on le voit même avec ton LinkedIn, on en parlait en off. C'est assez difficile de déléguer en fait ce truc-là qui est tellement personnalisé, qui est tellement toi. Ça, c'est pas impossible, hein, mais ça demande quand même de passer beaucoup de temps avec toi, de regarder ce que toi tu fais, de comprendre en profondeur qui tu es pour éventuellement proposer quelque chose qui se rapproche de ce que tu fais Très aujourd'hui. compliqué. Tu vois, moi, LinkedIn, plein de gens me disent, ouais, faut que tu fasses une ligne éditoriale, un tableau éditorial. Je leur dis non. En fait, moi, je me lève le matin, tous les matins. Tu vas voir que BPI vont sortir une vidéo 24 heures avec nous. Tous les matins, je me lève à 2h30. Je fais mon mailing. Je me pose. Je me demande de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Je choisis un sujet que j'ai envie de partager sur LinkedIn. J'écris le post. Bon, après, je t'avoue, j'ai énormément de vidéos. Ouais, J'ai énormément de t'es inspiré contenu. par ouais, Ah, les j'ai archives que énormément de tu as. contenu. Et en fait, j'ai appris à faire du montage vidéo avec mon téléphone. Donc, je fais un montage vidéo que je bricole. Je me dis, voilà ce que j'ai envie de partager. Je le poste moi, je poste toujours le mardi et le jeudi à 7 heures du matin. Et du coup, je le poste à 7 heures du matin. Je le poste toujours à 7 heures du matin, 7 heures du matin, 7h02 exactement. Soit c'est 7h02, soit c'est un tout petit peu avant quand je suis dans le train. Mais c'est au moment où mon train il arrive sur Paris, je poste. Parce qu'avant j'ai pas de connexion et ça galère. Mhm. Donc dès que j'arrive à Paris, j'ai de la 5G, bim, j'envoie et c'est terminé. Après le poste est parti. 2 heures du matin, tu dors à quelle heure? Deux Tu heures et dors demie. combien de temps? Ouais, je dors à peu près 2 heures par nuit, 2 heures, 2 heures et demie. Ah ouais. Et tu dors, tu fais quoi? Du sommeil polyphasique, tu dors un petit peu en journée? Écoute, il y a eu un temps où je dormais je faisais des siestes de 15 minutes, j'en faisais 5, 6 par jour, mais je Mhm. dormais pas sinon. J'avais trop de travail. Là, ces derniers temps, j'arrive à me rééquilibrer avec 2h30 de sommeil, mais en fait, je n'ai même pas de réveil, c'est biologiquement que je me réveille. Tu demandes à ma femme, elle va te dire, moi, je sais pas comment il fait, moi, à chaque fois, je lui dis, si tu me réveilles, je te tue. Et du coup, tu vois, j'y vais en mode scrut, tu vois, et je m'en vais, je vais au bureau. C'est pour ça que j'ai un bureau à la maison, là, tu vois, on est à la maison. J'ai un Mhm. bureau à la maison, et pour pas réveiller les enfants, je viens juste là, et puis je travaille ici, jusqu'à à peu près 4h30. 4h30, Fatia, elle me rejoint. Elle se réveille Mhm. tous les jours à 4h30. À 4h30, elle fait entre 3h30 et 4h30, elle se réveille, elle fait son mailing aussi. Et on organise la journée parce qu'après, on se voit pas beaucoup dans la journée, on a des tâches différentes, tu vois. Et on passe notre temps ensemble là, on organise vraiment tout le travail. Et après, on se dispatche. Moi, je prends un train pour aller à Paris. Elle prend un train souvent pour aller à l'usine, qui est aussi entre Paris et ici. Et elle gère son organisation. Puis après, on se rejoint le soir avec les enfants ici. Wow. On pourra se refaire un autre épisode juste pour comprendre comment est-ce que le business il est géré, cette organisation, le fait de prendre des trains comme ça pour piloter dans diverses villes et se retrouver le soir à la maison. Comment est-ce que tu progresses?
En termes de business ou en termes personnels, professionnels? Bah, globalement, je pense que ça impacte forcément aussi le privé. Bah, écoute, progresser, c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Je leur dis: «Tu vois, moi, je savais pas utiliser Illustrator, Photoshop et tout ça». Aujourd'hui, c'est ça qui rend fou mes équipes, c'est que, par exemple, quand ils me disaient: «Ouais, mais il va me falloir du temps pour faire cette image», je dis: «Tu te moques de moi, je le faisais moi. Je sais le temps qu'il te faut». Et ça, parce que j'ai appris, j'ai pas fait de cours, hein. Tu sais, aujourd'hui, on a Internet. Tu as des tutos. Moi, j'ai suivi des tutos pour utiliser Illustrator, Photoshop, InDesign, pour utiliser des logiciels de montage. Il y a tout maintenant sur Internet. T'es plus obligé d'aller à l'école. L'école, c'est bien si tu as besoin d'une structure. Par contre, si t'es débrouillard, eh ben là, tu peux aller apprendre sur Internet ton job. Et tu l'apprendras même mieux. Et après, y a rien de plus, y a rien de mieux que la pratique. Et du coup, bah, aujourd'hui, mes équipes, quand ils font quelque chose, je leur dis, bah non. Là, je sais que tu as besoin d'une demi-heure ou 45 minutes. Parce que moi, je le faisais en 1 heure alors que j'ai pas tes connaissances. Et ça, c'est une personne qui m'avait dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour mieux gérer tes équipes, il faut que toutes les tâches que tu vas déléguer, il faut que tu saches les faire. Et comme Fatia et moi, au début, on a tout fait, du biscuit jusqu'à l'administration, on sait, dans cette entreprise, on sait tout faire. Pas super bien, hein. Je t'ai pas dit qu'on était des as. On Mais on, bricole là, on bricole là. mais on peut pas te bullshiter en fait. Vu que tu l'as fait, il y a Tu des peux trucs qui sont, pas. tu vois, directement Tu peux détecter pas. des signaux faibles, Tu peux quoi. pas me dire un truc où il faut une journée où je te dirais, bah non. Là, tu peux pas. Est-ce que tu as des regrets, Abed? J'en ai toujours un, mais c'est ma femme qui me le rappelle tout le temps. Ah ouais. J'ai perdu 30 000 euros au début de la boîte. Ah ouais. 30 000 euros, je nous ai mis en galère. J'avais commandé des packaging, je me suis trompé dans mes calculs. Tu vois, quand je te dis, on fait les choses, on fait tout, mais on fait pas toujours tout bien. Et je te jure, je me rappellerai à vie de cette histoire. Ouais, je suis désolé, j'ai plein d'histoires, mais cette histoire, je te Ouais. l'offre parce que je l'ai jamais racontée comme ça. En fait, si tu veux, Fatia était partie avec les enfants chez sa mère. C'était pendant la période de Noël en 2019. Mhm. Et là, il y avait Franprix qui commençait à nous commander. Donc, je savais qu'on avait besoin de beaucoup de packaging. Et je m'étais dit, mais Franprix, qu'est-ce qu'ils vont me commander? Puis moi, je m'étais fait un acte en me disant, attends, ils vont me commander là, plus là, plus là. Et en fait, j'avais fait une prévision annuelle en me disant, voilà, j'avais besoin de tant de packaging. J'avais besoin du sachet, de la boîte, de la surboîte, du truc. Et j'avais tout calculé en me disant, bah voilà, sur une année, je vais avoir besoin de ça, en prévision. Et j'ai écrit. Mais le problème, c'est que Franprix, il commande. Après, Franprix commande, il te commande pas tous les mois. Et moi, j'avais pas encore des notions de supply comme ça, de gestion. Mhm. Et du coup, en plus, j'ai commandé une somme de packaging énorme. Donc, c'était à Noël, juste avant Noël. Fatia est partie chez sa mère, je devais la rejoindre. Mais je devais attendre que le camion livre les packaging. Et là, j'étais dans l'usine. Tu sais, mais nous, on avait une grande usine de 150 mètres carrés, j'étais tout seul. J'étais en train de finir de mettre en sachet des produits et de préparer des palettes. Et là, le camion arrive, j'entends tit, tit, tit. Je sais que c'est le camion. J'ouvre le grand hangar. Là, je vois un camion, le mec arrive, oh, bonjour et tout. Il ouvre. Je lui demande, je lui dis, bah, il y a combien de palettes du coup? Il me dit, bah, c'est le camion. Je dis, comment ça, c'est le camion? Il me dit, il y a 33 palettes. Je dis, comment ça, il y a 33 Ah palettes? ouais. Il me dit, bah oui, mais en plus, il n'y a pas. Le truc où il m'achève, c'est qu'il me dit, il y a le camion, mais il y en a encore la moitié d'un autre qui doit arriver juste après. Je dis, vous êtes sérieux? Puis j'appelle le fabricant, je lui dis non et tout, comment ça se fait et tout. Il dit, ouais, Abed, tu nous as passé une commande de temps sur une année. Et en fait, je me rendais pas compte des quantités que j'étais en train de commander. Moi, j'étais juste fait une projection, si on verra. Et après, il commence à vider. Mais j'avais pas de place dans mon hangar. J'étais en train d'essayer de charger, mettre là où je peux. Et en même temps que je déchargeais, j'étais en train de tomber en dépression. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai immobilisé? Tous ces packaging, il va nous falloir un temps énorme pour les écouler. Je commence à décharger, à mettre. Et en même temps que je le faisais, je pleurais sur ma vie. J'étais pas bien. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai flingué la société. Et j'étais en train de réfléchir comment je vais annoncer ça à Fatia. J'étais là, oh là là. Et j'étais pas bien. Hein. Et j'étais tout seul. Donc il y a personne pour me réconforter. Là, j'appelle Fatia. Et je craque. Tu le demanderas. Je craque. Je pleure. Je dis, Fatia, je nous ai coulé. J'ai craqué la société. J'ai fait de la merde et tout. Et oh là là, ça craint. Et en plus, à ce moment-là,
on avait eu la commande de Monoprix qui était pas énorme. Moi, je pensais qu'ils allaient commander, je sais pas, moi, une dizaine de palettes. Ils avaient commandé 2 palettes en disant, on va essayer. Tu vois? On va juste en mettre un petit peu. Et là, je pleure, je dis merde, j'ai fait de la merde, Fatia. Puis je regardais les comptes, on n'avait pas beaucoup d'argent sur les comptes. Et là, je pleure. Fatia, elle me dit arrête, mon loulou, viens, vas-y et tout. Mais je te jure que sur ce moment-là, elle a pris sur elle. Hein. Elle m'a dit viens et tout. Je prends le train, mais je prends un train, puis en fait, elle devait me récupérer à côté de Paris, là où il y a Disney, là, à Massy. Je prends le train et tout, j'arrive. Pendant tout le train, ça allait, je la vois, pouf, je pleure comme une madeleine. Je dis ça va pas. Je me sentais pas bien, je sentais que j'avais fait quelque chose de mauvais, tu vois. Et le pire, elle me réconforte et tout. Quelques mois avancent, et en mars, ils annoncent le confinement. Et là, tous les magasins nous bloquent les commandes. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rentrais dans mon entrepôt, les packaging n'avançaient pas. On a dû arrêter de produire. Ça veut dire que toute l'immobilisation que j'avais faite, elle était en train de mourir. Et en plus, on avait fait des erreurs sur le packaging. Donc c'est soit on les brassait vite, soit en fait, on devait les refaire parce qu'il y avait des erreurs d'orthographe. Il y avait une erreur au niveau d'une indication légale. Donc j'avais énormément de packaging qui n'était pas viable. On a dû tout jeter. On les a même pas utilisés, on a dû tout jeter en recyclage, le carton, et en film, on a dû recycler. Et on a même payé, nous, le recyclage. Et là, on avait perdu de l'argent. Et là, le confinement arrive, on perd de l'argent. Et c'est pour ça qu'on allait faire la levée de fonds. Parce qu'en fait, on avait cramé notre cash très rapidement entre la construction d'une usine, après, avec tous les frais de déplacement, avec les productions, les immobilisations. À ce moment-là, on avait vécu ça. Et là vraiment, on s'est regardé avec Fatia en se disant, on va tout perdre. Ah, ça pique. Vous avez déjà vendu votre maison à ce moment-là, j'imagine? Oui, la maison, on l'a vendue en 2019, avril 2019, on a signé l'acte, on a signé l'acte de vente, on a reçu l'argent un petit peu après. Ok. Et est-ce qu'il y a une autre levée? Je sais que vous aviez prévu une autre levée entre-temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Écoute, on est en train d'y réfléchir là, de faire une série A. Mhm. On est en train d'y réfléchir. Là, moi, j'ai préparé un deck. Je suis en train de. Tu vois, même ça, je savais pas faire un deck. Hein. J'ai appris à l'arrache. Hein. J'ai Ouais. appris avec Anthony en peignoir. Mhm. Pendant des nuits, on faisait des masterclass parce que lui, il avait pas le temps la journée, moi non plus. Et on Mhm. se rejoignait à minuit et demi, de minuit et demi à 3h30, 4h du mat. Ouais, lui aussi, il a du mal. On a parlé pendant l'interview. Il a du mal à dormir aussi dans la nuit. Et bien, nous, on se retrouvait là. Et puis, de minuit et demi à 4h du mat, on se posait, on faisait des pitch decks sur Meet où il m'a appris énormément de choses. Et il en parle dans son livre. Et c'est vrai, hein, on a Mhm. passé des nuits ensemble pendant que les autres dormaient, nous, on continuait à se former. Du coup, moi, je lui apportais ce que moi, je savais. Il aime bien discuter avec moi parce que je lui parle vraiment de ce que je vois sur le terrain, de comment je vis les choses. Ça lui Mhm. permet aussi, lui, de calibrer ses prises en charge au niveau des startups qu'il accompagne, tu vois. Et lui, il me transmettait ça et moi, j'absorbais tout ce qu'il me transmettait, tu vois. Yes. Dans un espèce d'échange. Et c'est pour ça qu'on s'entend très très bien avec Anthony. Yes. Donc là, actuellement, vous êtes sur les 300 000 avec Anthony et aussi pour qui veut gagner, Alors, c'est pas pour qui veut Anthony, être ça, mon c'est associé. Jean-Pierre Nadir qui a mis un ticket de 300 000 sur qui veut être mon associé. Ah, Donc d'accord. là, c'est sur cet argent-là. On a aussi Mhm. la chance d'avoir BPI qui nous accompagne et qui nous a Mhm. mis un prêt d'amorçage. Mhm. On a eu des subventions de la région et ça, c'était très cool. Après, hein, une fois que j'ai commencé à faire du bruit, à gagner en notoriété, si tu veux, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait, où étaient les bonnes subventions, et beaucoup de choses ont commencé à se déclencher, tu vois. Ouais. Et là, BPI, c'est magnifique, hein, un prêt d'amorçage, tu fais une levée de 300 000, ils te donnent 150 000 en dette, tu te dilues pas, et ça te permet d'avoir de la trésorerie à disposition maintenant. Et là, Ouais, on a de la clairement. chance, on a une chance énorme, là, c'est qu'on a la CCI de Paris avec qui on commence à faire des vrais liens parce que nos bureaux sont à Paris. Ils commencent à mettre un vrai accompagnement en place et nous présenter tout leur, tu sais, ce qui est bien en France, dans les choses comme la CCI. En Mhm. fait, ils ont des pôles. Nous, RH, moi, je suis pas recruteur. Ils ont un pôle RH. T'as des gens, ils sont hyper calés là-dessus. Ils t'accompagnent, ils te forment là-dessus. Il y a des formations qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes, mais il y a des formations gratuites pour te upgrader et pas te rendre dépendant. Donc la CCI, ils sont en train de mettre en place le pôle RH pour nous accompagner. Ils sont en train de mettre le pôle export avec la team export et Business France. Ils nous ont mis tout un pôle en place qui va nous accompagner pour travailler sur l'export. Ils sont en train de mettre différents pôles sur l'accompagnement structurel administratif. C'est incroyable. En France, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les choses sont faites pour que tu réussisses. Par contre, il faut que tu saches aller les chercher. Yes.
Tu vois, faut pas être celui. Moi, je vais te le dire clairement. Celui qui attend, il aura rien. Celui qui va chercher et qui demande, il aura une réponse. Par contre, celui à qui il a celui qui a la mauvaise réponse ou qui a pas un oui, à lui de se démerder d'aller chercher un oui. Tu vois, si on te dit, moi, on m'a toujours, dès qu'on m'a dit non, j'ai tout fait pour qu'on me dise oui. Et t'as C'est vu à travers mes tellement, vidéos, ouais, ouais, il c'est faut. tellement pertinent ce que tu dis. Je vais prendre un exemple extrême avec quelqu'un qui est passé sur le podcast qui vit au Rwanda, Henri Nyakaronde. Lui, vu que l'écosystème il n'est pas aussi mature qu'en Occident, lui, il est allé jusqu'à aller chercher des personnes pour faire financer son projet qui mettent comment on appelle ça, des mécénats qui font des dons en fait. Donc, il a Ok. postulé. Ici en Allemagne, il a postulé avec Green, je crois que j'ai oublié où c'est Green Info, c'est un don, hein, c'est pas, y a pas, ils sont pas dans le capital, ils Mmh. te donnent et tout ce qui les intéresse, c'est que tu fasses ce que tu as dit par rapport à ça, vu que c'est quelque chose qui était green, qui allait dans le sens de l'environnement, ben, ces gens, ils étaient prêts à mettre du cash. Et lui, il a postulé à plus de 40 structures comme ça pour se faire financer par 3 ou 4 structures, quoi. Donc, c'est pour rebondir sur le fait que ben, tu dois aller chercher toi-même les choses. Si tu t'assieds et tu attends que ça vienne vers toi, c'est dead, quoi. Clairement. Et tu as dit qu'il y avait Jean Pienadier qui a mis 300. Est-ce que des profils comme ça, c'est juste il met un ticket? Est-ce qu'il y a quelque chose de stratégique? Non, il Est-ce que apporte. sur le On a pas terrain, mal de discussions, de réflexions où il va amener sa réflexion. Après, je t'avoue que moi, j'ai fait un board très opérationnel. C'est quelqu'un à qui tu peux demander conseil. Il a une expérience énorme en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc, mhm, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, quand il est au capital, il a un intérêt vraiment à venir partager tout ce qu'il peut partager avec toi. Après, nous, on a un board opérationnel aujourd'hui qui fait que on a les bons conseils. Donc, je me suis structuré la stratégie à mhm. pas démultiplier les conseils. Il y a certains, tu vois, nous, on a été très smart quand on a fait le board. Si Anthony, il est là, c'est parce qu'il a une expérience en termes de retail et en termes de levée de fonds. Tu Avec vois, Fed, ouais. Mhm, on en a un autre, c'est un ingénieur agroalimentaire, Alexis Petit, c'est un ingénieur agroalimentaire. Quand je dois parler process, je suis avec lui. J'ai un autre business angel qui est un ancien de chez IBM, qui, lui, m'a aidé à réfléchir sur toute la réflexion business, parce qu'il a accompagné énormément de startups. Tu vois, j'en ai un autre qui a travaillé pour pas mal de grandes distributions, et il connaît un peu tout le monde de la grande distribution, donc il nous conseille. Tu vois. yes. Donc, et c'est quoi ta plus grande fierté? Ah, c'est mes enfants, hein. Mon mariage, mes enfants, c'est ma famille, ma plus grande fierté. C'est ça, Yes. c'est ce que je suis devenu en devenant un mari. Tu vois, parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle m'a permis de me structurer, de me recentrer. Je t'ai dit que j'étais un hyperactif. En fait, Fatia, elle a canalisé mon énergie et elle m'a donné un but. Le but, c'est de prendre soin de ma famille en me, en me, en m'accomplissant personnellement. Tu vois. Et elle Yes. m'a pris, elle a recentré tout ça. Et honnêtement, si je ne voyais personne que ma femme, j'arriverais à vivre. Bon, ma famille, mes parents aussi. Mais j'arriverais à vivre. Et après, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux leur transmettre comme valeur? Qu'est-ce que je veux en faire? Et ben, pour ça, je dois leur montrer l'exemple. Et ben, je m'oblige à être exemplaire dans ma vie de tous les jours. Et comme je suis un entrepreneur, il faut que je devienne un exemple de l'entrepreneuriat pour pouvoir leur justifier la pression que je vais leur mettre, tu vois. Sans que je sois obligé de les savater. Tu vois, parce que là, si je les savate, je vais finir en prison, puis eux au service social. Donc voilà. Tu aurais un bouquin à recommander. Je sais pas si tu Un bouquin à lis. recommander? S'il y a un seul bouquin que tu devais recommander, ce serait lequel? Ouais. Alors, il y en a deux. Il y a Ok. Simon Sinek, commencer par le why, Mhm. commencer par le pourquoi. Vraiment, ça nous a permis de structurer notre schéma de pensée chez Papépi. Et le deuxième, c'est Une règle, pas de règle, le livre de Netflix. La règle, pas de règle, je crois. Avec par Netflix Netflix. a écrit un bouquin sur le management que j'ai lu et qui m'a fait sauter des choses aux yeux, Mhm. qui est très intéressant. Il faut pas lire une fois, hein. Mhm. Quand tu es chef d'entreprise, il faut le lire 3, 4 fois. Il y a tellement de notions de management dedans Yes. que c'est hyper intéressant à lire. Yes. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la Et mer? c'est pas parce que tu viens du bas, que tu connais personne, que tu peux pas y arriver. Grâce au travail, à la résilience, tout est possible. Nice. On te contacte où, Habib?
Va sur LinkedIn. Ah, LinkedIn, avec moi sur LinkedIn, toi, l'arme secrète. comme tu l'as fait toi-même. Non, non, c'est LinkedIn. Si tu veux que je parle avec toi, je réponds absolument à tous les messages. Bon, j'ai 1000 messages depuis la vidéo du président, ça s'arrête pas. Ouais, c'est Euh, du grand mais, n'importe quoi. mais je répondrai à tout. Je prendrai le temps de répondre à tout. Je réponds dans le train aux gens. Ne soyez pas surpris si je vous envoie un vocal. C'est parce que Ouais, j'ai pas le tu temps m'as d'écrire. envoyé un vocal justement quand je t'ai contacté pour la première fois. Parce que je suis comme ça. En fait, j'envoie des Ça vocaux. va Ça plus choque vite certaines quand il personnes. y entend. Mais c'est ça la nouvelle génération. Je t'envoie un vocal, moi, et je te réponds et je te remercie. Yes. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Alors, pour toi, c'est quoi un débrouillard? Un débrouillard, c'est que tu as un but. Et le but, comme je te l'ai dit tout à l'heure et comme ma mère me l'a appris, tu dois arriver à ce but, mets tous les moyens en œuvre pour y arriver. Ne lâche rien. Respecte juste la loi. Parfait. Je te remercie énormément, Rabet, pour cette entrevue. C'était De vraiment rien, un mon gros frérot, parce kiff. que là, t'as un sacré Il n'y a pas podcast, de mon souci. voisin. Merci beaucoup, franchement, pour ta transparence. Et puis, on se dit à très vite.